Sato est votre garçon typique, solitaire, faible et misérable, qui se retrouve transporté dans un autre monde. Il est forcé de sauver le monde, mais avant cela, il doit épouser et séduire 5 princesses. Un jour particulier, alors qu'il grimpe à un arbre pour chasser des insectes comme le font les enfants crédules, un rayon de lumière brille soudainement sur lui, le forçant à s'allonger sur le sol. Il se demande ce que c'est alors qu'il regarde le portail brillant devant lui. Puis, un vieil homme et une fille en sortent et s'approchent à lui, le laissant se demander s'ils sont des extraterrestres. La fille l'aide, lui demande comment il s'appelle et il se présente lâchement. Elle dit que son nom est Jaime et lui dit de ne parler à personne de ce qu'il vient de voir. Elle jette ensuite un sort pour qu'il oublie ce qui vient de se passer et propose d'être son ami. À ce moment-là, l'idiot ressent immédiatement le devoir de la protéger et d'une manière ou d'une autre, il perçoit que ce sera pour très longtemps. 10 ans plus tard, Jaime, déjà en train de remplir ses devoirs conjugaux sans un vrai mariage, va réveiller Sato pour le petit déjeuner. En voyant le repas, il est surpris qu'elle l'ait préparé si tôt et elle lui dit qu'elle s'est levée tôt et excitée par les vacances de l'école qui commencent ce jour-là. Il pense à la façon dont ils sont amis depuis les 10 dernières années, mais perd soudain l'équilibre lorsqu'il remarque son immense intrigue. En regardant à quel point ses œuvres d'art sont bien conçues, il lui dit qu'elle a tellement changé depuis qu'ils ont commencé le lycée en disant qu'elle avait l'habitude de ne pas se faire remarquer. Elle répond que ses qualités physiques l'ont rendue remarquable, et aussi qu'elle est une princesse. Il est surpris et lui demande ce qu'elle entend par là, car elle le dit depuis des années. Cependant, elle ne répond pas et se penche plutôt vers lui pour ramasser le grain de riz sur son visage, qu'elle met ensuite dans sa bouche d'une manière suspecte, qui charge immédiatement son magnum à pleine capacité. Ils partent bientôt pour l'école, et en chemin, Sato observe le pendentif en forme d'anneau, juste au-dessus du grand terrain d'Hime, et se souvient qu'elle lui avait dit à quel point les anneaux étaient importants pour elle et qu'elle en donnerait un à la personne qu'elle épouserait. Elle lui avait demandé s'il l'épouserait dans le futur. Im le surprend en train de regarder les bagues et brise immédiatement ses espoirs en lui disant de ne pas se compter parmi ses prétendants potentiels car il est devenu laid, le décevoir. Plus tard à l'école, Jaime exhibe fièrement ses notes d'examen devant ses amis. Et tandis qu'il la félicite pour son intelligence, elle leur dit qu'elle est une princesse après tout. Mais les filles se demandent quel genre de délire c'est, car personne ne sait de quel pays sur Google Maps elle est une princesse avec son apparence. Pendant ce temps, Sato parle aussi avec Sega. Le type moche qui ressemble à un singe se plaint des vacances à venir, disant à quel point ce sera ennuyeux, surtout parce qu'il est aussi célibataire qu'un billet d'$1. Il dit à Sato qu'il a beaucoup de chance, faisant allusion au fait qu'il vient à l'école avec Hime tous les jours, mais Hime répond qu'ils sont juste voisins. Monsieur Ape l'appelle idiot et lui conseille de ne pas traîner ou il va rater sa chance. Sato reçoit un message de Hime l'invitant à la fête d'été qui a lieu le soir, et il se demande pourquoi elle a envoyé un message. La regarde et elle lui fait signe, le rendant gêné, alors qu'il se demande si elle l'aime. Cependant, il ne veut pas se faire de faux espoirs car il n'a pas confiance en son apparence. Plus tard dans la soirée, le type idiot arrive pour un rendez-vous en uniforme scolaire et en la voyant, il est émerveillé par sa beauté. Ce qui le fait prendre une posture comme s'il venait de s'enrôler dans l'armée. Il se promène dans le festival et en regardant les différentes activités, elle lui rappelle comment il lui tenait la main la dernière fois qu'ils sont venus au festival quand ils étaient petits pour qu'elle ne se perde pas. Elle lui dit qu'il était son héros à l'époque, mais que maintenant, il ne vaut rien. Quelques instants plus tard, elle voit des sucettes et en prend une à sucer. Il voit aussi un magasin de peluches et Sato fait un coup à la James Bond version petit budget pour lui en obtenir une. Au bout d'un moment, ils arrivent à un endroit louche et il se dit que ce serait le meilleur moment pour lui avouer ses sentiments pour elle. Mais alors qu'il essaie de lui dire qu'il l'aime, il est interrompu par des feux d'artifice. Elle lui révèle soudainement qu'elle voulait lui parler de quelque chose depuis un moment, et tandis qu'il se demande si elle ressent la même chose pour lui, anticipant qu'elle lui dirait ce qu'il n'ose pas dire, elle révèle avec surprise qu'elle déménagera le lendemain. Elle lui dit qu'elle retourne au pays de son grand-père, un endroit très éloigné, le laissant sans voix. En rentrant chez elle, elle le remercie pour le temps passé ensemble et les souvenirs qu'ils partagent. Puis, elle se précipite à l'intérieur avant qu'il ne puisse dire quoi que ce soit. Plus tard dans la nuit, Sato se demande où se trouve sa patrie et réalise soudainement qu'il ne sait pas autant sur elle qu'il le pensait. Pendant qu'il réfléchit à cela, il voit soudainement un faisceau de lumière à travers sa chambre et sort immédiatement pour vérifier. En voyant la lumière brillante briller au loin, il se rappelle instantanément que la même chose s'est produite le jour où il l'a rencontrée, alors il se rend rapidement à l'endroit. Et alors que Hime se prépare à entrer dans le portail, il crie son nom. Il lui dit de ne pas y aller, et elle se rend compte qu'il se souvient encore après tout. Elle lui dit ensuite qu'elle ne déménage pas vraiment, mais qu'elle rentre chez elle dans un autre monde où elle va se marier, choquant,
Lui, elle lui dit au revoir et entre dans le portail. De plus, Sato se précipite immédiatement après, essayant de l'arrêter. Mais il est trop tard. Il raisonne alors qu'il n'est pas venu seulement pour lui dire adieu, donc il décide immédiatement d'abandonner son propre monde et de l'accompagner dans le sien. Il se trouve dans un endroit où Imi rejoint son époux, et lorsque le célébrant leur dit qu'ils peuvent maintenant échanger leurs discours, il appelle rapidement son nom, la surprenant. Un monstre des abysses entre soudainement dans le palais, et la grand-mère de Imi déclare qu'il est après la princesse, disant qu'ils ont eu raison de l'avoir cachée dans un autre monde. Il saute immédiatement en avant pour affronter le monstre, mais celui-ci le projette comme une mouche, lui faisant dire qu'ils ont vraiment besoin de l'anneau de lumière. Il ordonne alors à Imi de donner l'anneau de lumière au prince, mais elle court immédiatement rencontrer Sato et l'embrasse à la place, offrir l'anneau à lui. Son grand-père est choqué, mais le prince semble être d'accord avec cela et donne immédiatement à Sato son épée pour combattre le monstre. Cependant, l'idiot pense que le prince lui montre à quoi ressemble une vraie épée et se demande ce qu'il est censé faire avec ça. L'épée commence instantanément à briller lorsque l'anneau brille, et bien qu'il ne sache pas ce qu'il fait parce qu'il est idiot, il court vers le monstre et l'envoie dans un autre monde en un seul coup, étonnant tout le monde, y compris lui-même. Cependant, il s'effondre immédiatement. Le lendemain, Hima le réveille et il se demande où il est, ce à quoi elle répond qu'il est dans la chambre du couple royal, ce qui le choque. Puis elle lui rappelle leur baiser, l'embarrassant, alors qu'il commence à se demander s'il vient de gagner la fille qu'il n'aurait jamais pensé que son visage moche pourrait sortir avec. Elle lui dit qu'elle était censée épouser le prince, mais qu'elle le connaît à peine et ne veut pas épouser un inconnu. Alors, quand elle a vu un visage familier, elle a simplement foncé. Il est déçu d'être seulement une pensée après coup après tout. Puis, elle lui dit qu'elle l'a choisi pour être leur héros. Ensuite, il est présenté aux citoyens du pays comme le vainqueur de l'abîme, le porteur de lumière pour la nation, le cercle. Roi, cela ressemble à un rêve, et quand on lui dit de prononcer son discours, il crie des trucs incompréhensibles que la foule peu intelligente accepte joyeusement. Ensuite, pendant que Satou prend son bain dans le bain public, il réfléchit à l'irrationalité de ses décisions et Hima apparaît avec ses canons de taille modérée pointés sur lui. Mais elle est immédiatement gênée quand il la voit. Il se demande ce qu'il fait là et elle lui dit timidement qu'ils sont jeunes mariés. Ils entrent bientôt tous les deux dans le bain et elle se sent coupable en lui disant qu'elle l'a entraîné dans ses problèmes, même si elle savait que tout cela allait arriver quand elle lui a donné la bague. Cependant, Satou, aveuglé par ses mauvais sentiments, lui dit qu'il ira bien, comme s'il savait ce qui se passe, puis dit qu'il ne voit pas d'inconvénient à rester à ses côtés dans ce monde si c'est quelque chose que lui seul peut faire, ce qui la surprend et lui rappelle quand il la défendait des brutes quand ils étaient petits. Le prétendu admirateur cultivé essaie de fixer sa poitrine, mais elle les cache, lui disant de ne pas prendre le mariage au sérieux, car elle devait simplement le choisir sur impulsion. Soudain, la sonnerie retentit, ce qui pousse Satou à se lever rapidement, révélant son grand joystick en 4K, ce qui effraie Hima. Plusieurs monstres de l'abîme sont apparus et les soldats appellent Satou à l'aide en tant que roi des anneaux. Il est surpris, car le gars pensait vraiment qu'il s'appelait le roi des anneaux pour pouvoir séduire la princesse quand il le voulait. Hima se défend immédiatement en disant qu'il ne sait pas se battre, mais son grand-père l'interrompt en disant que tout le monde s'en fiche tant qu'il porte la foutue bague. Hima est triste, mais Satou trouve le courage et attrape une hache de combat. Elle commence immédiatement à briller et il lui dit que même s'il ne sait pas grand-chose sur ce monde, il fera tout son possible car il sent que cela compte énormément pour elle. Elle l'embrasse immédiatement, augmentant sa confiance en elle. Un des monstres bloque une fille et tente de l'attaquer, mais Satou apparaît soudainement et coupe le monstre en deux, ce qui amuse la petite fille alors qu'elle s'enfuit. Il est surpris d'être encore debout après avoir vaincu 3 d'entre eux, contrairement à avant où il s'écroulait après avoir détruit un seul. Le grand-père de Hima lui dit que c'est à cause du baiser qu'il vient de partager avec la princesse, affirmant que la force de leur lien en tant que mari et femme se traduit directement par le pouvoir de l'anneau. Il explique en outre qu'il est du devoir d'une princesse de donner de la force à un roi qui part au combat. En entendant cela, il réalise immédiatement pourquoi Hima a mis sa salade dans sa bouche. Cependant, le vieil homme lui dit que même ainsi, il ne tiendra pas longtemps, c'est pourquoi il est là pour l'aider. Mais Satou n'est pas convaincu que ce vieil homme puisse vraiment aider. Le chevalier du roi de l'abîme apparaît soudainement en voyant la bague sur le doigt de Satou. Et en voyant cela, le grand-père de Hima devient effrayé. Satou observe que ce type est différent des autres monstres, mais cela ne l'importe guère, car l'idiot semble très confiant dans le baiser que sa princesse lui a donné. Il se précipite comme le chevalier avec toute sa puissance avant que le vieil homme ne puisse l'arrêter. Mais le chevalier invoque le vent qui le projette contre le mur.
Satu découvre que son arme est cassée et réalise que la bague vient de lui sauver la vie en l'empêchant de passer dans l'au-delà. Le vieil homme lui dit de bouger son cul stupide et il commence à courir immédiatement, l'idiot se demandant toujours ce qui se passe. Pendant ce temps, Monsieur Halloween invoque 2 monstres immédiatement pour les chasser. Alors qu'il s'enfuit, le vieil homme déplore qu'il ne peut pas croire que l'Abysse a envoyé quelque chose d'aussi fort pour les attaquer. Et il conclut que cela montre à quel point ils craignent le roi de l'anneau. Satu lui demande ce que c'était que cette créature car elle était trop puissante pour lui. Et le vieil homme lui dit que c'est un chevalier du roi des abysses, un monstre très terrible capable de manier une magie puissante. Satu est surpris d'entendre le mot magie et lui dit qu'il pensait être capable de les gérer grâce au pouvoir du baiser de Hima. Cependant, le vieil homme n'est pas d'humeur pour des discussions inutiles. Alors il lui dit qu'ils en parleront plus tard et enchaîne immédiatement avec un mouvement tout droit sorti de Avatar, le dernier maître de l'air, élevant un mur de terre pour gagner du temps, choquant Satu. L'homme âgé, pensant qu'il a trouvé un moyen de s'échapper, décrit leur plan d'évasion, mais il se rend compte qu'il s'est ridiculisé en les enfermant tous les deux contre Monsieur Halloween. Le vieil homme, pris de panique, réalise qu'ils sont pris au piège. Alors qu'il se demande quoi faire, Prince Mars apparaît soudainement, couvre Mr. Halloween avec un chiffon et l'enflamme. Il dit ensuite au grand-père de Satu et Hima qu'une calèche les attend pour les emmener hors du château, mais Satu s'inquiète pour Hima. Cependant, il lui dit d'obéir simplement et de ne pas se soucier de cela. Quelques instants plus tard, ils sont maintenant dans la calèche, fuyant comme des lâches, mais c'est la chose la plus intelligente à faire s'ils ne veulent pas déménager dans l'autre monde. Satu remercie le prince de les avoir sauvés, et il se présente comme le 2e prince de l'Empire Ezaras, le voisin du royaume de lumière. Satu demande ensuite au vieil homme si le royaume qu'ils ont quitté sera en sécurité, et il répond que puisque l'abîme est après les anneaux et le roi de l'anneau, il commencera à les chercher une fois qu'il apprendra qu'ils ne sont plus dans le château. Cependant, il lui dit qu'il sera difficile de détruire les monstres de haut rang sans le pouvoir de la lumière. En entendant cela, Satu lui dit que cela signifie qu'il doit vraiment être celui qui doit faire quelque chose à leur sujet. Mais le grand-père de Hima réduit son ego en lui rappelant qu'il fuit parce qu'il est faible et n'a pas assez de pouvoir pour sauver. Them. Sato est surpris et lui demande ce qu'il veut dire par il n'a pas assez de pouvoir. Et le vieil homme explique que son pouvoir en tant que roi de l'anneau n'est encore qu'une petite quantité. Il ajoute ensuite que pour libérer tout son pouvoir, il aura besoin des 4 autres anneaux, ce qui le choque alors qu'il remet en question la raison d'être de l'anneau à son doigt. Le vieil homme révèle qu'il doit épouser 4 autres princesses et obtenir leur bague, ce qui le choque. Le grand-père de Hime taquine encore qu'il va vivre le rêve de tout homme en applaudissant 5 méchantes en même temps. Cependant, Hime est triste à ce sujet. Ils atteignent bientôt une auberge et y séjournent. Mais avant d'aller se coucher, le vieil homme décide d'enseigner un peu d'histoire à Sato. Il y a longtemps, leur monde était sur le point de succomber au pouvoir obscur de l'abîme, ce qui a failli briser le cœur de l'humanité, et de nombreuses nations étaient couvertes par l'ombre de la mort et perdues. Le roi des anneaux chercha à dissiper cette obscurité, il forgea donc des anneaux imprégnés de magie, les anneaux de lumière, de feu, de vent et cette terre. Avec ceci, il a mené une longue et féroce bataille, finissant par vaincre et sceller le roi des abysses. Par la suite, 5 princesses ont épousé le roi des anneaux et ont transmis les 5 anneaux à travers les générations dans leurs 5 nations, servant de preuve du lien entre le roi des anneaux et ses princesses. Cependant, malheureusement, le roi des abysses a ressuscité et regagne lentement sa puissance. Le devoir du roi des anneaux est d'obtenir à nouveau les anneaux de chacune des 5 princesses et d'utiliser leur pouvoir pour sceller l'abysse. Après cela, Sato et Hime restent dans la même pièce, et bien qu'ils soient gênés par leur besoin de développer l'intrigue ensemble, Sato ressent soudainement de la douleur, et Hime s'occupe rapidement de lui. En voyant ses blessures, elle se sent instantanément responsable et devient triste, disant que c'est parce qu'elle l'a choisi comme roi des anneaux. Elle sort de la pièce en courant, et il la suit immédiatement, mais il la perd de vue. En sortant pour la chercher, il voit Marka et lui demande si elle l'a vue. Marka lui dit qu'elle vient de passer à côté de lui, et comprenant ce qui se passe, il dit à Sato qu'il sait qu'être le roi de l'anneau est une lourde responsabilité et que le devoir peut parfois devenir trop lourd à porter. L'idiot essaie de le nier comme s'il savait s'en sortir, mais Marka lui dit qu'il lui est reconnaissant, ce qui le choque. Il révèle en outre qu'il est soulagé d'avoir pu éviter le devoir du roi de l'anneau. Il le félicite ensuite d'avoir quitté son monde pour poursuivre la femme qu'il aime, le laissant sans voix. Marka le dirige ensuite vers l'endroit où se trouve Hime. Alors il court la rejoindre immédiatement. En la voyant, il lui avoue qu'il l'aime et qu'il est venu dans ce monde parce qu'il le voulait, la surprenant. Mais elle lui dit qu'elle ne veut pas que son mari fasse tout ce qu'on attend d'un roi des anneaux.
Cependant, elle lui annonce qu'elle a décidé d'assumer sa responsabilité et de remplir son devoir en tant que véritable épouse. Elle lui demande s'il veut bien l'accepter de nouveau comme sa femme et il répond oui. Par la suite, ils retournent dans la chambre prêts pour le développement de l'intrigue, mais ils sont trop gênés pour faire le moindre geste. Sato rassemble un peu de courage et s'approche d'elle. Il la pousse dans l'arène du complot, mais alors qu'il tente de commencer le combat Klanda, il sent soudain que quelque chose ne va pas et la quitte. Elle se demande ce qui ne va pas et quand elle pense qu'il va dire quelque chose de raisonnable, le Benet lui dit que leur temps ensemble devrait être plus doux que ça, la faisant se demander si c'est l'idiot qu'elle a choisi pour être le roi de l'anneau. Le jour suivant, il se présente devant le vieil homme et il est déçu qu'il ne se soit pas cultivé, embarrassant Sato. Le vieil homme lui rappelle que ce sont les rebondissements de l'intrigue qui confèrent son pouvoir au roi des anneaux, donc il ferait mieux d'utiliser son pistolet efficacement. Marka arrive avec des vêtements pour Sato et Hime. Et le vieil homme leur dit qu'il se dirige d'abord vers le village caché des elfes, les vents Ronka. Sato est surpris et le vieil homme lui dit que l'anneau de l'aile est transmis dans leur famille royale. Ensuite, il se dirige vers Ronka et rencontre le mur de la tempête qui bloque l'entrée des autres races. Alors qu'il tente de se frayer un chemin à travers la tempête, une grande bête apparaît, effrayant Sato. Il demande si c'est aussi un des monstres de l'abîme, mais le vieil homme lui dit de ne pas courir, c'est juste un ours, alors il s'approche pour le caresser. Cependant, l'ours commence à les poursuivre, et alors qu'il court, ils arrivent à un point où soit ils traversent le mur de tempête vers le village des elfes, soit ils permettent à l'ours de les faire traverser vers le Nirvana. Cependant, alors que l'ours essaie de les attaquer, des elfes les sauvent rapidement. Plus tard, ils demandent ce qui les a amenés dans leur village, et Sato révèle immédiatement qu'il est le roi des anneaux et qu'il est venu rencontrer la princesse elfe. En entendant cela, ils lui disent qu'ils ont entendu la rumeur et qu'ils les amèneront la rencontrer. Cependant, les elfes se préparent mentalement au fait que cela pourrait ne pas se passer comme ils l'espèrent. Les elfes leur montrent le chemin vers la nation, et en entrant, ils se dirigent directement vers le palais pour rencontrer la princesse elfe. Cependant, la princesse elfe n'est pas sûre de sa beauté et se cache comme une idiote. Sato lui dit qu'il est le héros d'un autre monde, ce qui la surprend. Elle demande alors, gênée, s'ils se sont embrassés depuis qu'ils se sont mariés. Ne pouvant supporter à quel point échanger de la salive est dégoûtant, elle court à l'intérieur pour vomir, les laissant se demander qui diable c'est. Un elfe laid apparaît soudainement dans l'obscurité, leur disant que c'est le non-sens d'un être qu'ils ont comme princesse du pays. Il ajoute qu'il sera difficile de récupérer l'anneau d'elle, et Sato lui demande qui il est. Il se présente comme Jade, le fils aîné de l'ancien roi Ronka et le frère aîné de l'idiot laid qui vient de s'enfuir. En réalisant qu'il est le célèbre roi de l'anneau, Jade appelle ses soldats contre lui, choquant Sato. Il l'emmène immédiatement et Jade dit aux autres qu'ils le garderont en détention pendant un certain temps, tandis qu'ils seront traités comme des invités d'État. Sato est mis en cellule et tandis qu'il se demande s'il a fait quelque chose de mal, Jade lui dit que sa sœur, Nefritas, est très délicate. Sato le confirme, disant qu'elle est assez timide et immature, ce qui agace Jade, qui lui dit immédiatement de ne pas la juger selon ses standards. Il déclare que sa sœur est un ange, et bien qu'elle soit timide, elle l'aime en tant que son frère aîné. Il l'informe en outre qu'elle a rarement quitté le palais, encore moins la nation, c'est pourquoi elle n'est pas habituée aux étrangers. Il révèle qu'elle n'a que 54 ans et qu'elle est trop jeune pour se marier, ce qui choque Sato, qui pense au fait qu'il va épouser une sacrée. Jade lui dit qu'il doit encore la regarder grandir, et qu'il doit donc attendre patiemment dans la cellule jusqu'à ce qu'elle soit mature, ce qui pourrait prendre environ 80 ans de plus. Sato crie qu'il sera dans sa tombe d'ici là, mais l'elfe s'en fiche complètement. Alors que Jade sort de prison, il lui demande s'il est sûr de cela, et il répond qu'il se fiche du roi d'Anabis, car la nation sera en sécurité tant qu'ils auront le mur tempête. Il ajoute que la seule chose importante est qu'ils doivent protéger l'anneau du vent responsable de ce pouvoir. 3 jours plus tard, Sato est toujours enfermé et il réalise que ce type ne plaisante pas. Alors qu'il y pense, une femme apparaît soudain devant lui et il est choqué, se demandant qui elle est. Elle le plaque sur son lit dans une position suspecte et lui demande ce qu'il espère obtenir en réunissant les 5 anneaux. Il serre le poing et répond qu'il veut simplement vivre une vie de couple heureuse avec Hime, amusant. Elle le qualifie d'étrange et trouve ridicule qu'il envisage d'utiliser l'énorme pouvoir du roi Anneau pour une seule femme. Elle va ensuite ouvrir une porte secrète et lui dit de la suivre, ce qui le surprend. Il demande pourquoi elle l'aide et elle répond qu'elle est responsable de veiller sur l'avenir de Romka et qu'en ce qui la concerne, lui seul est capable de s'opposer au roi abyssal.
Elle ajoute que Jad le sait et l'a quand même emprisonnée à cause du mur de la tempête qui se trouve être la cage emprisonnant les elfes. Il la suit immédiatement et elle l'emmène au temple du vent où se trouve l'anneau du vent. En voyant la statue portant l'anneau, Satu est choqué et le doyen lui dit que c'est l'un des anneaux de pouvoir appelé la Régalia du vent. Elle révèle que Néphritas aurait dû hériter de cela, ce qui le choque alors qu'il envisage immédiatement de mener la manifestation justice pour Néphritas. Cependant, il voit soudainement un idiot tituber dans le temple, alors il se cache rapidement pour ne pas être remarqué. L'idiot s'avère être Néphritas, ce qui choque Satu et elle promet à ses parents, dont les statues sont là, de ne jamais quitter la nation pour suivre le roi des anneaux. Satoru pense que prier les statues de ses parents est totalement absurde, mais l'aîné lui dit que ce ne sont pas de simples statues, expliquant que même si leur cœur s'est arrêté et que leurs corps se sont pétrifiés, ils continuent à utiliser le pouvoir de l'anneau pour créer un mur de vent en tant que protecteur de la nation. En entendant cela, il pousse un cri de choc, les exposant. Cependant, il commence immédiatement à imiter des bruits d'oiseaux pour la tromper, mais l'aîné le traite d'idiot certifié car il n'y a pas d'oiseaux dans le temple du vent. Néphritas les interpelle et il se révèle être le roi des anneaux, la faisant s'évanouir. Un garde de l'extérieur se demande ce qui se passe avec la princesse. En l'entendant, l'ancien dit à Satu qu'il est temps de partir et lui demande d'emmener Néphritas avec lui, le choquant. Après qu'ils aient quitté le temple, un garde très laid entre dans le temple et découvre que Néphritas est introuvable. Il informe immédiatement Jad, qui s'inquiète et commence à la chercher. Pendant ce temps, l'aîné les emmène dans une pièce secrète, et tandis que Néphritas est toujours inconsciente, elle dit à Satu que la princesse elfe peut sembler timide. Mais c'est une fille forte au fond. Elle dit que Néphritas acceptera un peu de fermeté pour qu'il puisse obtenir la bague. Elle sort, le laissant avec elle, mais il reste simplement assis jusqu'à ce qu'elle reprenne connaissance. Cependant, en le voyant, elle prend peur et vomit à nouveau. Entre-temps, Jad rend visite à la cellule de Satu, mais ne le trouve pas là, donc il conclut qu'il doit être responsable de la disparition de Néphritas. L'ancien apparaît et lui dit que le roi Anneau s'est enfui avec la jeune fille de l'anneau du vent, ce qui le rend craintif que sa sœur ne lui dise plus qu'elle l'aime. L'ancien lui dit que ses actions n'ont jamais été pour le bien de Néphritas. Et il le confirme en disant que l'anneau est toujours chez son père et sa mère, ce qui protège la nation, donc Néphritas n'a pas besoin d'hériter de l'anneau. Ensuite, il lui dit qu'il va faire fouiller son appartement. En attendant, Satu et Néphritas sont en train de discuter, se posant des questions amusantes. Elle lui demande des informations sur le monde d'où il vient, et il lui dit que c'est un monde paisible, contrairement à ce qu'elle avait imaginé. Elle demande s'il y a des elfes dans son monde, mais il lui répond que non, et lui demande si elle s'intéresse à son monde, ce à quoi elle répond oui. Cependant, elle dit que même si elle est intéressée par le monde en dehors du palais, elle a peur de sortir, et ne lit que les livres que l'aîné lui apporte sur le monde extérieur, ce qui l'aide à se faire une idée des lieux dans sa tête. Entendant cela, Satu lui dit qu'il est à peu près le même, car il n'est pas venu dans ce monde pour des pouvoirs spéciaux ou quoi que ce soit, mais parce qu'il ne voulait pas être séparé de la femme qu'il aimait. Cependant, une fois qu'il a pris une chance et a sauté le pas, les choses se sont mieux passées qu'il ne l'espérait. Elle devient immédiatement excitée et saisit l'occasion de lui montrer sa grande cargaison, le mettant dans l'embarras. Il lui demande alors pourquoi elle n'a jamais été dans le monde extérieur auparavant si elle s'y intéresse tant, et elle se tait un moment. Mais alors qu'elle essaie de répondre, Jad l'appelle soudainement de l'extérieur, interrompant leur conversation. Satu porte sa chemise et lui dit qu'il ne va pas la forcer à l'épouser, juste à rassembler les bagues, car elle est libre de faire ce qu'elle veut. Quelques instants plus tard, ils apparaissent à l'extérieur, et en les voyant ensemble, Jad s'énerve, mais Néphritas défend Satu en disant qu'il n'est pas le genre d'homme qu'il pense. Cependant, Jad ne veut rien entendre, et lui parle des promesses qu'ils doivent tenir envers leurs parents, ce qui la fait céder immédiatement comme une lâche. Jad commence à énumérer ses offenses, mais l'ancienne apparaît soudainement, lui disant qu'elle est responsable de tout ce qui s'est passé. Elle dit à Jad que la façon dont il a traité le roi Anneau est impardonnable, et qu'elle s'occupera de lui à partir de maintenant, ce à quoi il est d'accord, mais il leur dit de ne jamais se montrer devant Néphritas à nouveau. Ensuite, pendant que Satu et Ime parlent ensemble, l'aîné apparaît et se présente comme Perido, la plus vieille elfe de Romka. Ime se présente également, mais Satu ne se soucie pas des présentations inutiles
et va directement demander si les parents de Néphritas ont quelque chose à voir avec comment elle en est arrivée à ce point. Elle décide donc de leur raconter l'histoire de Romka et comment elle a fini par avoir un mur de tempête autour d'elle. Néphritas et la mère de Jade n'étaient pas la première née destinée à hériter des anneaux. Elle avait une sœur aînée et il y avait une coutume pour que les princesses elfiques se marient avec quelqu'un du village pour éviter que les anneaux ne quittent le village et pour les protéger à travers les générations. Mais l'aînée est tombée amoureuse d'un voyageur, un humain. Cela a causé la peur chez les elfes car ils s'inquiétaient que le voyageur puisse emmener l'anneau hors du village s'il le recevait. Ils ont même inventé des rumeurs qui sont devenues des soupçons puis des convictions. Mais plus l'opposition contre le voyageur grandissait, plus les sentiments de la princesse aînée envers lui se renforçaient aussi. Cependant, un jour est venu où le voyageur a soudainement cessé d'apparaître, car il semblait avoir été chassé par les autres elfes essayant de protéger les anneaux, ou peut-être Isekai. Les villageois furent soulagés après cela, mais c'était l'inverse pour la princesse aînée, car son cœur sombra dans la rage et le désespoir. Elle finit par jeter une malédiction sur le village et partit. Cela effraya les elfes, et la peur que sa vengeance puisse s'abattre sur eux à tout moment continua éternellement. Les parents de Néphéritus ont hérité des anneaux de la princesse aînée, mais ont continué à vivre dans la peur de sa malédiction, alors ils ont décidé d'ériger une barrière de vent pour protéger la nation du mal, approchant par le pouvoir des anneaux, mais au prix de leur propre vie. Cependant, avant cela, la mère de Néphéritus a fait promettre à elle et à son frère de ne jamais s'aventurer hors du mur, ce qui est la raison de l'état actuel de la nation. Suite à cela, Alabaster suggère qu'ils abandonnent l'anneau du vent, choquant Sato, et il lui dit que les armées du roi des abysses pourraient être en train de les encercler à cet instant, donc ils ne peuvent pas se permettre de retarder Aronka plus longtemps. Satoru reste sans voix, et le vieil homme lui dit qu'il n'abandonne pas entièrement l'anneau, mais qu'il doit concentrer son énergie pour obtenir les autres anneaux dans le plus court délai, puisqu'il est un idiot faible. Satoru raisonne avec ça, mais il s'inquiète pour la princesse. Cependant, au diable, la princesse l'aide. Il commence bientôt à partir, et Jade est très satisfait, disant que l'histoire du roi de l'anneau est un conte si vieux et poussiéreux que même les elfes qui vivent longtemps n'en connaissent pas la vérité. Alors qu'il parle de cela, un serviteur entre en hâte pour rapporter que des monstres de l'abîme ont passé le mur de tempête dont ils étaient si fiers. Choquant, le serviteur poursuit en disant qu'un monstre puissant a ouvert un trou dans la barrière et envoie ses monstres subordonnés à travers pour faire un tour du royaume. Alors que Sato et son groupe quittent la ville, ils voient soudain de nombreux monstres entrer, comme s'ils venaient d'apprendre qu'il y a un buffet à volonté à la fin de la ligne, et se dirigent vers le palais. Alabaster annonce immédiatement qu'ils font demi-tour pour aller protéger les anneaux, et Jaime embrasse Sato pour le préparer au combat. Les monstres commencent à s'amuser, et Perido va rencontrer Néphérituis pour lui parler de la situation, mais Néphérituis a peur de sortir, se sentant mal de ne rien pouvoir faire. Elle dit à Perido qu'elle avait promis à sa mère qu'elle resterait là. En entendant cela, Perido lui dit que si elle continue d'être inutile pour la nation, elle devrait juste se transformer en pierre. Pendant ce temps, Monsieur Halloween apparaît dans le temple du vent, et alors qu'il essaie d'obtenir ses anneaux, Jade attaque soudainement, mais le chevalier le rejette comme une mouche, lui faisant réaliser contre qui il est confronté. Il dit au chevalier que cela ne le fera pas reculer, car il doit protéger l'héritage de ses parents. En entendant cela, le chevalier décide de l'envoyer là où sont ses parents alors, en déclenchant une attaque puissante. Mais Alabaster sauve Jade en bloquant l'attaque avec son bâton magique. En les voyant, Jade demande à Sato pourquoi ils sont revenus, et il répond « Nous venons juste de te sauver la mise, mec ». Il déclare fièrement qu'il est venu détruire le monstre cette fois-ci, car il a beaucoup de pouvoir maintenant. Et Mars lui conseille d'être prudent et de ne pas être téméraire, sinon il n'y aura plus de roi des anneaux. Sato attaque ensuite le chevalier avec son sabre laser, tandis qu'Alabaster le soutient avec sa magie. Mais le chevalier lui montre qu'il n'est qu'un idiot impuissant qui pense que combattre, c'est lancer des citations motivantes inutiles. Observant cela, Jade déclare qu'ils sont trop faibles pour annuler toute la magie du chevalier, et qu'ils l'affrontent plutôt sans espoir de victoire. Cependant, Jaime lui dit que Sato sait déjà cela, mais peu importe à quel point un adversaire est puissant, il la protégera toujours. Jade se lève immédiatement, lui disant qu'il protégera aussi sa sœur, car c'est tout ce pourquoi il a vécu depuis qu'ils ont prêté serment à leurs parents. En attendant, Sato est une nouvelle fois mis à terre et il se sent honteux, disant qu'il pensait être un peu meilleur cette fois. Im observe cela et réalise que son baiser seul ne suffira pas, alors elle sort immédiatement du temple du vent et se dirige vers la chambre de Néphérituis. Pendant ce temps, Alabaster suggère qu'il se retire, mais Sato répond qu'ils ne peuvent pas abandonner le temple car ils doivent empêcher le monstre de prendre les anneaux de vent. Perido vient en hâte pour annoncer que Hime est parti convoquer Néphérituis, ce qui choque Sato, et elle lui dit que Hime le fait par souci pour lui.
Pérido fait alors face aux chevaliers de l'abîme qui attendaient patiemment qu'ils aient fini de parler. Hime, se tenant devant la porte de la chambre de Néphérituis, lui dit d'épouser Sato, ce qui la choque. Elle ajoute que ses parents ont aussi sacrifié leur vie en essayant de la protéger, elle et les anneaux. Elle dit également qu'elle sait que c'est une lourde responsabilité de protéger les anneaux, et que ceux qui les héritent. Elle était également impuissante et ne pouvait rien faire d'autre que d'être protégée. Cependant, Néphérituis dit à Hime qu'elle n'est pas comme elle, car ses propres parents se sont sacrifiés pour créer la barrière de vent tout autour. Elle ne pourra donc pas hériter de l'anneau. Hime lui dit de ne pas être comme elle, incapable de faire quoi que ce soit à son époque. Elle ajoute que tout le monde se bat et qu'ils ont besoin d'elle aussi, mais elle objecte, disant qu'ils ne font que remplir la responsabilité de quelqu'un qui porte l'anneau. Cependant, Hime déclare que Sato se bat parce que c'est chez elle, ce qui la choque. Hime ajoute que Sato est vraiment un type sympa et qu'il ferait tout pour protéger quelqu'un qui lui est cher, même si cela pourrait l'envoyer dans un autre monde. Elle commence soudainement à pleurer, suppliant que Néphérituis l'épouse parce qu'elle n'est pas assez puissante pour le rendre fort toute seule. Et étonnamment, elle ouvre la porte. 5 minutes plus tard, ils arrivent tous les deux au Temple du Vent avec une énorme masse, et tandis que les autres se demandent ce qu'ils prévoient de faire, il se précipite vers le Startle et lui assène un coup dévastateur qui le brise en morceaux, choquant Jade. Pendant ce temps, le chevalier attend toujours patiemment leur arrivée. En interrompant, Néphritis ramasse les anneaux et court embrasser Sato. Elle lui donne une bague tandis qu'elle porte l'autre. La barrière de vent disparaît immédiatement, choquant tout le monde. Et tandis que Jade se demande ce qu'il adviendra maintenant de leur nation, Néphritis lui dit de ne pas s'inquiéter. Inquiétude. Elle serre instantanément les doigts de Sato, joignant les pouvoirs des anneaux de lumière et de vent, ce qui déclenche immédiatement une lumière massive qui élimine tous les monstres. Le monstre de la nuit s'effondre de douleur et Sato se précipite immédiatement vers lui avec son sabre laser. Le chevalier essaie de lui résister avec sa magie du vent, mais il se fraye un chemin avec ses bagues et poignarde le masque d'Halloween sur le visage du monstre, le fissurant. Cependant, Sato est épuisé et s'effondre immédiatement. Ensuite, il se réveille parmi 2 anges et se souvient qu'il est maintenant marié à 2 femmes. Un étranger entre pour le remercier d'avoir sauvé Ronka, et lorsqu'il se demande qui c'est, Alabaster révèle qu'elle est la sœur aînée de l'ancienne reine Ronka, nommée princesse Smaragdi. C'est elle qui s'est enfuie du royaume après avoir jeté une malédiction sur Monsieur Sato se demande ce qu'elle fait ici, et Pérido révèle quel était le visage derrière le masque d'Halloween. Ce qui choque, lui. Elle a été influencée par un anneau sombre que le roi des abysses l'a manipulé pour obtenir. Sato demande s'ils ne savent vraiment pas grand chose sur le roi des abysses. Ce à quoi Pérido répond que tout ce qu'ils savent, c'est qu'on disait qu'après la bataille légendaire avec le roi de l'anneau, il a perdu son corps et son âme a été scellée à Vanna. Le vieil homme ajoute que même si personne ne l'a vu, ses sbires attaquent les gens et ses anneaux noirs donnent naissance au chevalier des abysses. Il tente immédiatement de bouger, ayant l'intention de commencer à récupérer les anneaux restants, mais il ne s'est pas encore complètement rétabli. Et Pérido lui dit qu'il aurait pu mourir s'il était un roi normal, sans le pouvoir des 2 anneaux, qu'il a obtenu avec l'aide des 2 princesses, ce qui le surprend. Néphritis suggère immédiatement de développer l'intrigue dans une source chaude du palais pour l'aider à guérir plus rapidement. Après cela, pendant qu'elle parle sous la douche, Néphritis demande à Hime comment se comporter comme une femme mariée, et elle répond qu'elles applaudissent beaucoup la nuit. Pérido apparaît soudainement avec ses énormes missiles et exige que Hime et Sato jouent une vidéo à la demande pour voir à quel point ils sont doués pour applaudir, les embarrassant. Cependant, Hime prend son courage à 2 mains et s'approche de Sato, ayant l'intention de commencer un développement de l'intrigue avec lui. Cependant, l'idiot est trop gêné. Il l'arrête et dit qu'il ne veut pas qu'il se sente obligé de le faire. Plus tard dans la nuit, Smaragdi rencontre Alabaster pour lui demander s'il sait quelque chose sur son amant, et il lui donne un pendentif qui lui appartient, lui disant que son amant a dû partir à ce moment-là parce qu'il ne pouvait pas supporter de l'avoir ostracisé à cause de lui. Le lendemain, Sato et son équipe, accompagnés de Néphritis, partent pour leur royaume. Pendant ce temps, Smaragdi entend le nom Alabaster alors qu'elle parle avec Pérido, qui se trouve être le nom de son amoureux. Elle réalise immédiatement que le sage est son amoureux. Plus tard, Hime trouve Sato et Néphritis dans une position suspecte, se préparant à développer l'intrigue, et elle crie de déception, disant qu'elle devrait être celle dans cette position à la place. Cependant, elle se réveille soudainement dans une forêt et découvre que tout n'était qu'un rêve. Elle se lève pour chercher les autres et voit Sato servir à manger à Néphritis. Il l'informe également que le repas est prêt et elle s'assoit, espérant être servie aussi. Pendant ce temps, Marca demande à Alabaster quelle nation anneau il compte visiter ensuite, et il répond qu'il prévoyait de se rendre au pays de l'eau, la nation des gens dragons, ce qui plaît à Marca, qui déclare également vouloir s'y rendre. Néphritis se brûle la bouche avec la nourriture chaude
et Sato s'occupe immédiatement d'elle, ce qui rend Im jalouse, qui commence à penser que les deux ont été inhabituellement proches récemment. Elle demande à Sato un repas pour elle-même, mais il lui dit de se servir, ce qui la choque. Elle se fâche et essaie de partir, mais il court immédiatement après elle pour l'arrêter. Cependant, ils entendent soudain un son étrange et se demandent ce que c'est. Un bâtiment apparaît immédiatement devant eux, et alors que Sato réfléchit à ce qui se passe, il réalise que c'est une ville en mouvement et il est choqué. En voyant cela, Alabaster devient excité et dit qu'il n'a jamais pensé qu'il le rencontrerait ici, les laissant se demander de quoi il parle. Il révèle que c'est le pays du feu, la nation des chevaliers errants et des gens-chats, choquant Sato, qui ne peut pas croire que ce truc est une nation. Alabaster dit que même s'il ne s'attendait pas à ce qu'il le trouve si tôt, ils doivent saisir l'opportunité et récupérer l'anneau de feu de la princesse du pays, tandis que le pays de l'eau peut attendre. Cela déplaît à Marca et Sato le remarque, se demandant pourquoi il veut tant aller au pays de l'eau. Sato se demande comment ils vont entrer, et Alabaster appelle immédiatement en demandant s'ils peuvent entrer. À bord, une échelle leur est jetée et en voyant la longue et étroite échelle, Néphritis a peur et suggère qu'elle fasse demi-tour ici. Sato essaie de la calmer, étant un parfait gentleman qui aime les femmes, mais Hime offre rapidement de s'occuper d'elle. Il commence bientôt à monter l'échelle et le loser cultivé, venant derrière Hime, profite de l'occasion pour apprécier une vue haute définition de sa culotte. En embarquant dans la ville en mouvement, Néphritis est émerveillé par la vue des gens, tout comme ses livres ont décrit le pays du feu. Alabaster lui dit que le peuple des chats a perdu sa nation pendant l'ère du premier roi des anneaux, alors ils ont construit leur capitale sur des roues. Ils sont devenus une nation qui parcourait le monde en vendant leurs prouesses martiales. Il ajoute qu'étant les chevaliers les plus puissants du monde, ils ont maintenant créé le marché mobile le plus sûr du monde, et chaque ville qu'ils traversent peut acquérir toutes sortes de biens. Il suggère alors qu'il commence par demander une audience avec la Vierge de l'Anneau de Feu, mais il réalise soudain que les deux filles sont parties car elles ne sont pas intéressées par ces discours inutiles. Néphritis et Hime sont émerveillés par la vue du paysage, et tandis qu'ils pensent que Sato et les autres les suivent, ils se rendent vite compte qu'ils se sont séparés d'eux. Néphritis a immédiatement peur, se demandant quoi faire, mais Hime essaie de la calmer. Une fille chat les remarque et ils lui disent qu'ils ont perdu leurs amis, alors elle les dirige vers l'arène, le monument le plus emblématique là-bas, pour rendre plus facile de retrouver leurs amis. Pendant ce temps, Satou a également peur que ses deux épouses aient été prises alors qu'il ne les a pas encore applaudis. Mais Alabaster lui dit de ne pas s'inquiéter car la ville est très sûre et il n'y a qu'un seul endroit où ils auraient pu aller. Quelques instants plus tard, Satou remarque des filles chats mignonnes qui les regardent et se demande si cet endroit est vraiment sûr comme ils le prétendent. Marcia lui dit que les gens chats valorisent la force avant tout, ce qui le pousse à penser qu'ils le regardent à cause de la force qu'il dégage. Mais il se rend compte que personne ne le voit comme un homme très fort lorsqu'il voit les filles s'approcher de Marcia à la place. Ils disent à Marcia qu'ils supposent qu'il est un célèbre épéiste compte tenu de sa posture et l'invitent à prendre un thé et peut-être plus que du thé avec eux. Marcia répond qu'ils jugent uniquement par l'apparence et dit que Satou est bien plus fort qu'il ne le paraît, mais les filles rient de sa blague, pensant qu'il a un bon sens de l'humour, ce qui blesse l'ego de Satou. De plus, Marcia leur dit qu'ils recherchent la princesse du pays et demande comment ils peuvent la rencontrer, ce qui les choque car ils supposent qu'il espère courtiser la princesse aussi, ce qui fait se demander à Satou ce qu'ils veulent dire par là. Néphérites et Hime sont occupés à profiter de leur temps en attendant que Satou et les autres viennent à l'arène aussi. Néphérites dit à Hime qu'elle est comme Satou, ce qui la surprend, et ajoute qu'elles sont toutes deux gentilles, ce qui lui donne toujours l'impression d'être entourée de sa mère et de son père quand elle est avec elle. Hime est choqué et lui dit immédiatement que c'est ridicule, car Néphérite est assez âgée pour être sa grand-mère. Néphérites lui dit alors qu'elle a l'intention de s'excuser auprès d'elle, car Satou s'est concentré sur la prendre soin d'elle, mais Hime fait semblant de ne pas s'inquiéter. Cependant, Néphérite lui dit que cela l'a évidemment rendue jalouse, l'embarrassant ce qu'elle admet timidement. Elle dit à Hime que cela prouve qu'elle aime Satou, contrairement à elle-même, qui se contente de l'admirer et ne semble pas encore avoir de sentiments aussi forts que les siens. Alors qu'elle converse, un homme laid est renversé devant elle et elle réalise que la princesse l'a battue. Satou arrive avec Marcia et Alabaster et il découvre que la princesse se bat contre ceux qui montrent de l'intérêt pour la courtiser. Satou entre dans l'arène et voit la princesse en train de détruire brutalement un autre homme, ce qui le choque car il découvre instantanément que son faible ego est sur le point d'être humilié. Elle défie la prochaine personne, mais Satou ne fait aucun mouvement. Cependant, elle voit ses bagues et identifie immédiatement qu'il est le roi des anneaux.
Elle lui dit qu'il doit être plus fort qu'elle s'il veut être son mari, mais la bouche de Satou est encore ouverte alors qu'il réfléchit à la profondeur de l'engagement qu'il s'apprête à prendre. La princesse le charge soudainement et le renverse en 2 coups, la bouche encore ouverte de stupeur. La princesse est déçue qu'un faible comme lui soit le roi des anneaux, car elle ne peut pas imaginer comment un idiot aussi faible que lui prévoit d'affronter les monstres de l'abîme, puis elle lui dit de revenir un autre jour s'il veut la défier. Satou commence l'entraînement avec Marcia le lendemain, et Marcia continue de lui montrer à quel point il est faible. Marcia suggère qu'ils prennent une pause, et pendant qu'ils mangent, un serveur laid et bavard leur dit que le mari de la princesse du feu doit être quelqu'un de fort. Mais le problème reste que tous les hommes de la nation, y compris lui-même, sont des mâles bêta qui ne peuvent pas la battre au combat, alors elle a commencé à chercher des gens prêts à la courtiser, provenant de toutes les races à travers le monde. En entendant cela, Satou se demande s'il peut vraiment la battre, et Alabaster lui dit de ne même pas y penser avec son niveau de compétence à l'épée, qu'il qualifie de minable. Satou lui demande alors pourquoi il s'entraîne s'il n'a aucune chance de la vaincre, et le vieil homme lui rappelle les anneaux sur sa main gauche, ce qui le choque. Il demande si c'est juste d'utiliser la magie, et ce vilain bavard répond que le pouvoir magique est essentiellement les muscles d'un mage et fait partie intégrante de sa force. Alabaster poursuit en disant que la magie des anneaux est une force d'un autre niveau, et que s'il l'emploie bien, il pourrait avoir la chance de gagner. Plus tard, Satou va voir la princesse de feu se battre avec un autre candidat, et il perd encore plus confiance en lui en voyant comment elle bat le gars en une seule fois, frappé. Il est assis seul, réfléchissant à sa situation pathétique, et Ime vient le motiver en plaçant sa tête juste en dessous de sa poitrine. Il est bientôt convoqué pour un entraînement de magie avec Alabaster, et ensuite, il se rend au spa pour un gommage. Et pendant qu'il attend son tour, il parle avec Marcia, qui lui raconte son empire. Satou lui demande s'il pense qu'il aurait pu battre Granart, la princesse de feu, s'il était devenu le roi des anneaux, et Marcia répond qu'il n'est pas assez fort pour la battre dans un combat personnel, le surprenant. Une fille au hasard s'approche d'eux pour demander s'ils aimeraient aussi un gommage, et Satou accepte immédiatement, pensant qu'il pourrait avoir la chance de recevoir un massage des mains. Mais il est choqué quand un homme comme lui l'attrape pour un nettoyer. Après le 4e nettoyage, Granart apparaît dans le spa, le surprenant, et utilise son armure de complot, lui demandant de venir la nettoyer. Il fait immédiatement une crise et lui dit qu'il n'a jamais touché une femme avant, mais elle lui dit que s'il ne peut pas la battre dans un combat, il pourra au moins utiliser ses mains à bon escient. Il commence bientôt à nettoyer, et alors qu'il écrase ses gâteaux, elle lui dit qu'elle en a assez de combattre plusieurs hommes faibles. Elle lui dit alors qu'elle est prête à le soutenir puisque c'est le devoir d'une princesse de l'anneau et propose de le laisser la vaincre afin qu'il puisse obtenir l'anneau et avoir un accès illimité à son immense terrain, ce qui est choquant. Lui, cependant, il lui dit de ne pas être indulgente avec lui car il vient pour gagner cela pour de vrai et elle lui dit alors d'essayer de faire de son mieux. Suite à cela, il commence à s'entraîner très dur. Et pendant ce temps, il décide d'arrêter d'essayer de devenir plus fort et choisit plutôt d'utiliser le pouvoir des anneaux. Il se réveille dans son lit le lendemain, surpris de se sentir mieux que la veille au soir. Néphérite apparaît soudainement dessous la couverture, le choquant alors qu'il demande depuis combien de temps elle est là, et elle lui dit qu'elle a été là tout le temps. Elle s'inquiète de son état et lui dit que le pouvoir des anneaux est également efficace pour guérir ses blessures. Corps. Elle lui demande s'il travaille si dur pour battre Granart et il répond oui, mais il lui dit aussi qu'il ne peut probablement pas gagner malgré tout cela. Cependant, elle l'encourage en disant qu'il peut gagner s'il utilise le pouvoir des anneaux. Elle ajoute que personne ne remettra en question les moyens qu'il a utilisés pour obtenir les anneaux. Tant qu'il amène la princesse du feu à le reconnaître comme le roi des anneaux, il doit de toute façon obtenir tous les anneaux, pendant que la princesse des anneaux le soutient. Elle lui dit aussi qu'elle pense qu'il devrait faire ce qu'il sent être le mieux. Et bien qu'elle ait agi de manière suspecte tout le long, essayant de le tenter, Sado la remercie simplement et se lève pour partir, sans céder à la vieille mégère peu attirante, la décevant. Ensuite, Sado poursuit son entraînement avec Marca et il réalise un mouvement puissant qui surprend Marca, qui le félicite alors pour sa nette amélioration. Sado est excité et demande s'il a maintenant la chance de vaincre Granart, mais Marca lui dit que c'est encore impossible pour lui car il est encore aussi faible qu'une poignée de main d'un tout petit, dommage émotionnel. Il explique en outre que son adversaire ne viendra pas vers lui de manière directe comme il l'était et ce n'est que lorsque Sado pourra s'adapter à son adversaire et exécuter le mouvement qu'il a fait plus tôt qu'il pourra finalement lui porter un coup. Marca lui dit qu'il a maintenant une chance sur 1 million de battre Granart.
plutôt que pas du tout comme c'était le cas auparavant. Ensuite, il lui conseille d'utiliser la magie de l'anneau, et ça devrait marcher. Mais Sado préfère être perçu comme un gigachad, plutôt qu'un geek faible qui dépend d'anneaux puissants. Pendant ce temps, Jaime, les regardant de loin, entend soudain des filles chats mignonnes parler de la façon dont la princesse semble l'apprécier, et lui a même offert son corps, choquant. Elle, plus tard, elle réalise que les filles parlaient seulement de Granart, lui permettant de la nettoyer. Cependant, Jaime raisonne que cela signifie que Sado a touché le corps de Granart et commence à l'imaginer attraper son histoire aussi, ce qui la rend embarrassée. Mais elle conclut qu'elle doit peut-être arrêter d'essayer de garder Sado uniquement pour elle-même. Le jour suivant, Sado défie à nouveau Granart, et ils se préparent à se battre avec le public enthousiaste applaudissant en arrière-plan. Mais Im n'est pas contente, car gagner le combat signifie qu'elle devra partager son homme avec une autre femme qui a plus de gâteaux qu'elle. Pendant ce temps, un perdant habillé en armure s'éloigne de l'arène se sentant mal pour avoir perdu sa chance de devenir le prochain roi, si seulement il avait eu la chance de gagner. Mais le destin a un autre plan pour lui. Il voit soudainement un anneau noir menaçant qui l'hypnotise jusqu'à ce qu'il le ramasse et soit influencé par lui. Il retourne immédiatement dans l'arène, et tandis que Sado fait encore un discours stupide au lieu de se battre, le chevalier apparaît et lui lance une attaque, le choquant, mais Granart saute rapidement pour bloquer l'attaque. Le chevalier s'embrase instantanément et invoque des monstres abyssaux, choquant tout le monde. Alors qu'un des monstres de feu menace de cracher des flammes, une fille chat apparaît soudainement et l'envoie aux enfers, disant que les gens chats se préparaient pour ce jour. Granart ordonne que ce district soit séparé des autres pour que les monstres ne puissent pas s'échapper, et tout le monde commence à évacuer l'arène. Les filles chats se préparent à combattre les monstres, et Granart prend son épée, ravie de trouver un adversaire digne de ce nom, contrairement aux idiots qu'elle a affrontés jusque-là. Elle charge le chevalier et porte un coup, mais son épée fond instantanément au contact, ce qui la choque. En voyant cela, Sato se dit qu'il doit faire quelque chose contre le feu, alors il utilise l'anneau du vent pour invoquer le vent et lancer une attaque. Mais cela rebondit et le projette contre le mur à la place. Il est surpris que cela n'ait pas fonctionné, car il pensait pouvoir éteindre le feu avec le vent. Granart lui dit de lui laisser ça, mais il lui demande ce qu'elle essaie de faire, étant donné que son épée n'a même pas pu atteindre le chevalier plus tôt. Cependant, elle répond qu'elle ne va pas abandonner comme une lâche, car les gens chats sont les descendants des guerriers qui ont combattu aux côtés de l'ancien roi des anneaux. Elle ajoute qu'ils doivent se battre à ses côtés et le protéger s'il est vraiment le roi des anneaux, peu importe à quel point il peut être maladroit, ce qui l'embarrasse. Sato dit qu'il n'est pas encore capable d'utiliser si bien la magie des anneaux. Cependant, il suggère qu'il pourrait avoir une chance de vaincre le chevalier s'il parvient à l'attirer aussi près que possible et à se concentrer entièrement sur souffler ses flammes. Granart pense que c'est dangereux, mais il insiste pour prouver qu'il n'est pas un idiot faible et impuissant comme tout le monde le pense. Soudain, il appelle le chevalier, l'attirant avec les anneaux qu'il désire tant, et alors que le chevalier s'approche pour l'attaquer, il active la magie du vent qui éteint complètement la flamme, permettant à Granart de lancer une attaque brutale. Ensuite, Sato active son sabre laser et charge le chevalier pour porter un coup final, ce qui retire l'anneau noir de sa main, surprenant Sato. Granart dit à Sato qu'elle l'a sous-estimé et qu'elle ne voit pas d'inconvénient à le reconnaître comme son mari, même s'il manque encore de force. Cependant, Sato ne se laisserait pas reconnaître par pitié. Alors, il refuse et la défie dans un autre combat. Le combat commence bientôt et Granart fonce sur lui rapidement, rendant difficile pour lui de lire son mouvement. Ima pense que Sato est stupide de refuser de se déchaîner du feu de sa bouche, mais Nefritas lui dit de l'encourager à la place car elle croit qu'il se bat pour elle, surprenant Ima. Granart dit à Sato d'utiliser le pouvoir des anneaux, mais il refuse, lui disant que le pouvoir des anneaux est celui qu'il emprunte aux princesses, pas sa force, et l'utiliser le fera toujours se sentir mal devant son aimé, même s'il gagne. Il déclare qu'il veut avoir l'air cool pour sa femme bien-aimée, surprenant Ima, qui l'encourage immédiatement en annonçant qu'elle le laissera marteler ses gâteaux de riz comme récompense s'il gagne, choquant tout le monde, mais l'imbécile cultivé est ravi par cela. Alors qu'il prend sa position de combat, il se voit soudainement dans un autre royaume et il entend une voix étrange lui parler, qu'il identifie immédiatement comme une voix provenant de l'un des anneaux. La voix lui dit qu'elle va lire la prochaine attaque de Granart pour lui et lui demande de se concentrer uniquement sur sa voix, ce qui lui permettra de se déplacer plus rapidement pendant un moment. Il essaie de refuser l'aide, pensant qu'il utilisera toujours le pouvoir de la princesse,
Mais la voix lui dit que le pouvoir ne vient pas d'eux et qu'il devrait le considérer comme une opportunité qu'il a gagnée par lui-même. Il reprend instantanément sa position et Granart se précipite vers lui. Elle se déplace rapidement et saute dans les airs avant que Sato puisse le réaliser, mais la voix lui dit soudain qu'elle est au-dessus, alors il assène rapidement un coup puissant pendant qu'elle est en l'air, la projetant au sol. Granart est choqué, et alors qu'il se demande ce qui vient de se passer, elle se jette sur lui avec un baiser passionné, le surprenant. Elle lui donne l'anneau de feu, le reconnaissant comme le roi des anneaux, le premier à l'avoir jamais vaincu, et alors qu'il est encore surpris de ce qui se passe, elle demande qu'il mette son manium en elle. Cependant, il refuse parce qu'il se considère comme un mâle alpha, lui disant que Hima mérite de goûter sa viande en premier. Plus tard dans la soirée, Sato et Hima se préparent à se cultiver ensemble, mais le perdant s'endort avant de pouvoir faire quoi que ce soit, étant épuisé d'avoir utilisé le pouvoir de l'anneau. Il se réveille le lendemain en se demandant quand il a dormi, mais Hima fait comme s'il lui avait servi sa saucisse la veille, ce qui le choque car il ne se souvient pas de l'avoir fait. Cependant, Néphritas sort soudainement de sa cachette et révèle qu'ils n'ont rien fait. Elle déclare que c'est son tour ensuite et Granart apparaît soudainement pour faire la queue derrière elle. Suite à cela, Granart organise un banquet pour célébrer le roi de l'anneau, et plus tard, elle félicite Sato de ne pas avoir abandonné et de l'avoir fait le reconnaître au lieu de se rendre à elle comme un lâche. Hima devient jalouse et se saoule, surprenant Sato. Il la conduit dans la chambre, lui demandant pourquoi elle a fait cela, et elle l'attrape, lui demandant de la rassurer. Il lui dit qu'il était content qu'elle l'encourage plus tôt, mais il veut attendre de retourner dans son monde avant de se cultiver avec elle, car ce monde ne lui semble pas normal. Cependant, elle lui dit qu'elle veut toujours le récompenser parce qu'il a travaillé si dur à cause d'elle. Puis elle lui dit qu'elle fera tout ce qu'il veut, le surprenant. Le gars intelligent lui dit qu'il aimerait jouer avec ses melons, et alors qu'il commence à jouer avec ses chefs-d'œuvre, Néphritas et Granart révèlent soudain qu'ils les regardent, les choquant. Granart lui dit qu'ils sont si lents et se précipitent sur lui à la place pour une intrigue rapide, mais Néphritas et Hima portent un tabouret et la frappent, préservant la pureté de Sato. Ensuite, ils se dirigent tous vers le pays de l'eau et Sato est amusé par l'animation de la ville. Il se rend vite compte que Mars n'est plus avec eux et Alabaster lui dit qu'il est déjà parti en avance, ayant d'autres affaires à régler, ce qui fait se rappeler à Sato qu'il semblait vraiment vouloir aller au pays de l'eau. Alors qu'il pense à cela, une jeune fille effrayante vient en courant vers lui avec des fleurs et lui demande s'il est le roi des anneaux, ce à quoi il répond oui. Elle devient excitée et lui dit qu'elle est une grande fan. Amusant. Lui, elle lui donne les fleurs et alors qu'il les prend d'elle, elle échange soudainement de la salive avec lui et la 4e bague apparaît instantanément à son doigt, le choquant. « Je suis aussi rapide que l'éclair, mon pote !» Elle commence à se moquer de lui, disant qu'elle a déjà entendu les rumeurs selon lesquelles c'est un grand imbécile qui tombe amoureux des femmes, le choquant. Puis elle se présente comme Saphir, la demoiselle de l'anneau de l'eau, et déclare qu'elle vient de faire de lui son mari. Sato est surpris par son désespoir et demande à Alabaster si cela est même autorisé. Et Alabaster confirme que c'est le cas. Alabaster l'apprécie pour sa coopération rapide et en voyant les autres princesses de l'anneau, Saphir se détourne, leur disant de faire ce qu'elles veulent car elle doute qu'elles forment une relation profonde de toute façon. Elle dit à Sato que puisqu'il est maintenant son mari, il est le roi du pays de l'eau et déclare qu'il a le devoir de gouverner le pays paisiblement. Elle lui dit alors de la suivre pour utiliser son pouvoir, ce qui le surprend et le pousse à lui demander ce qui se passe. Et elle répond que si rien n'est fait, son pays périra, ce qui le choque. Lui, un soldat moche et en colère, qui a l'air fatigué de son travail, apparaît et demande à Saphir de retourner au palais. Mais elle étreint rapidement Sato et déclare que c'est maintenant son mari, le roi de l'anneau, qu'elle vient d'épouser. Le soldat leur dit alors à tous de venir aussi au palais, et en chemin, ils commencent à discuter, pendant laquelle Sato réalise que c'est la nation de Marka. Saphir lui dit que l'empire Ezarus, le royaume de Marka, est la plus grande nation de l'humanité, qui continue de s'étendre en établissant des liens avec de nombreuses autres nations. En entendant cela, Sato est choqué de découvrir que le soldat frustré qu'ils ont vu plus tôt est le premier prince de Essarus, Sluder, le frère aîné de Marka. Alabaster lui dit que Sluder transforme les ordres de l'empereur en réalité car il a prouvé sa capacité à conquérir de nombreuses autres nations tout en épargnant les nations de l'anneau. Sato lui demande alors si l'empire est une nation maléfique et Saphir soutient cette affirmation en disant qu'il domine et n'utilise leur protection contre les monstres abysses que comme couverture. Cependant, Granart lui dit que l'Empire est responsable de rassembler les gens pour s'opposer à la résurrection du roi des abysses. Sato est impressionné par sa connaissance, mais Saphir répond avec haine, la traitant d'animal bas qui prétend être sage, agaçant,
Ils arrivent bientôt au palais et, en descendant du char, ils entendent un bruit étrange que Saphir identifie immédiatement comme une attaque de monstre, disant que la prédiction de l'oracle était encore une fois correcte. Un monstre apparaît soudainement, les choquant, et il tire immédiatement ses jambes sur Sato, mais il lui dit de reculer en déclenchant un énorme incendie à l'aide de l'anneau de feu. Ensuite, il active l'anneau lumineux, ce qui renforce son épée, qu'il utilise pour vaincre le terrible monstre. Saphir est surpris de voir la puissance des anneaux à l'œuvre, et ayant vu tout ce qui s'est passé, Sluder réalise que les légendes autour des anneaux ne sont pas que des contes de fées après tout. Après cela, Saphir emmène Sato chez son père pour le présenter comme le roi des anneaux et le déclarer comme son mari, malgré les plans initiaux de son père pour l'empêcher de donner le cercle d'eau au roi des anneaux. Sluder lui dit d'arrêter d'agir comme une idiote, car une armée de monstres approche déjà. Le père de Saphir s'exclame soudain comme un imbécile, disant que sa fille a remis l'anneau au roi des anneaux comme l'oracle l'avait prédit, ce qui signifie qu'un désastre encore plus grand est sur le point de s'abattre sur la nation. Il continue de se comporter comme un enfant sans ses jouets et dit que le roi des anneaux n'aurait pas dû venir dans leur pays, alors l'oracle l'emmène rapidement avant qu'il ne fasse dans son pantalon. Sato demande à Saphir si cette femme suspecte est sa mère. Agacée, elle lui dit qu'elle est l'oracle du palais sur lequel son père s'est entièrement appuyé jusqu'à ce qu'il devienne l'idiot qu'il est maintenant, contrairement au roi sage qu'ils avaient l'habitude de connaître. Quelques instants plus tard, alors qu'ils se promènent dans le palais, se dirigeant vers on ne sait où, une vache laide les rencontre, se sentant trahi que Saphir ait rompu leur serment sur qui allait remplir le devoir de la princesse de l'anneau. Saphir s'excuse puis la présente comme Saphira, sa sœur jumelle, surprenant ainsi Sato. Cependant, Saphira réprimande immédiatement Saphir pour avoir épousé un type aussi horrible, disant qu'elle aurait pu choisir un gars plus séduisant, ce qui nuit à la confiance de Sato. Granard dit que Sato l'a vaincu, même s'il n'est peut-être pas fiable en tant que guerrier, sapant encore plus son estime. Néféritas inflige le coup final en disant qu'elle ne peut pas commenter son apparence parce qu'elle est une elfe qui ne comprend pas vraiment l'esthétique humaine. Saphir dit à sa sœur qu'elle n'aura plus à épouser le roi des anneaux, donc elle ne devrait pas s'inquiéter de son apparence. Cependant, Marka s'avance et appelle Saphira, et lui dit que même s'il semble ridicule après tout ce qui s'est passé, il n'a pas oublié la promesse qu'il lui a faite. Mais elle lui dit qu'elle ne veut pas entendre sa voix et part immédiatement. Saphir lui dit qu'il mérite une récompense pour être un homme inutile, ce qui le fait se sentir mal, mais il suit rapidement Saphira. Sato est surpris par ce qui vient de se passer, réalisant que c'est la raison pour laquelle Marka voulait venir au pays de l'eau, et Saphir lui dit que lui et Saphira avaient juré leur amour l'un pour l'autre. Elle poursuit ensuite en racontant l'histoire derrière leur relation. Il y a longtemps, l'Empire Essarus n'était pas satisfait de ces territoires humains. Alors, ils ont envahi le pays de l'eau, mais quand ils ont réalisé qu'ils ne pouvaient pas vaincre le pays de l'eau, ils se sont tournés vers la diplomatie et Marka a été envoyé pour vivre parmi eux. Il n'a pas fallu longtemps pour que Marka et Saphira se rapprochent, et même si Marka avait pour mission secrète d'espionner le pays, il ne l'a pas accompli à cause de son amour pour Saphira. Un peu plus tard, l'Empire a convoqué Marka pour qu'il revienne car il n'avait pas rempli son devoir, et quand il est revenu, il a promis de revenir pour Saphira. Quelques mois plus tard, il a envoyé une lettre à Saphira pour lui dire qu'il allait devenir le roi des anneaux par ordre de l'empereur et qu'avec cela, il pourrait enfin venir pour elle. Cependant, Marka a abandonné le rôle de roi des anneaux comme un lâche et a confié les anneaux à un étranger venu d'un autre monde. De retour au présent, Marka retrouve Saphira et lui dit que ses sentiments pour elle n'ont pas changé d'un iota et elle lui demande pourquoi il n'est pas devenu le roi de l'anneau. Il répond tristement que c'est parce qu'il ne se sentait pas être digne. En entendant cela, elle lui dit qu'elle ne sait plus ce qui se passe dans son esprit et s'éloigne, le laissant à genoux. Revenir à l'histoire, peu de temps après que Marka ait abandonné le rôle de roi de l'anneau, la méchante oracle est apparue. Au début, il ne la croyait pas, mais cela n'a duré que jusqu'à ce que ses prédictions commencent à se réaliser. Les prédictions de l'oracle se sont avérées utiles pour repousser les monstres, alors le roi l'a placé à ses côtés jusqu'à ce qu'il devienne une ombre de lui-même. Sado demande à Saphir si elle pense que l'Empire a envoyé l'oracle et elle répond qu'elle croit qu'il y a certains liens, alors elle doit la prendre par la queue. Pendant ce temps, l'oracle, furieuse que Saphir l'ait déjoué, ordonne à des assassins d'aller éliminer le roi des anneaux et de lui prendre les anneaux. À minuit, les assassins vont le retrouver dans son pavillon et le rencontrent en quittant le rêve de tout homme. Mais ils remarquent instantanément que la fille chat manque à l'appel.
Elle apparaît soudainement derrière eux et leur montre qu'ils ne sont pas assez compétents pour leurs emplois. En considérant leur corps allongé sur le sol, elle est surprise de voir qu'ils sont des humains. Mais avant qu'elle ne puisse faire quoi que ce soit, l'un des assassins déclenche une bombe à gaz qui leur permet de s'échapper et Granart se demande s'ils sont vraiment les serviteurs de l'empereur. Le lendemain, alors que Sado et son équipe se dirigent vers la zone de bronzage, un assassin tente de lui tirer une flèche, mais Alabaster l'empêche avec sa magie. Plus tard à la plage, Ima et Néphritis s'amusent dans l'eau pendant que Sado se détend avec Granart sur le transat. Granart commence à agir de manière suspecte, essayant de le tenter avec sa danse, mais il lui dit qu'il y a un ordre dans lequel il veut les applaudir. Ima les voit de loin et vient rapidement déclarer qu'elle doit passer la première. Pendant ce temps, Néphritis lui dit qu'elle ne se soucie pas d'être la première ou la dernière tant qu'elle a une part de sa viande. Cependant, Saphir les traite d'idiots pour leur comportement immature et suggère qu'ils se comportent en adultes pour décider qui passera le premier en participant à une compétition de natation. Mais Granart n'est pas d'accord car elle a peur de l'eau. Tandis que les autres filles continuent à agir comme des idiotes, Saphir dit à Sado de rester prudent tout en faisant semblant de baisser sa garde comme ça, car l'oracle n'a pas encore abandonné. Ensuite, Sado rencontre Marka et lui demande pourquoi il lui a permis de revendiquer le rôle de roi de l'anneau alors qu'il aurait pu avoir la chance d'épouser Saphira. Et Marka répond que le fardeau était trop grand pour lui. Cependant, Sado n'est pas convaincu, disant que se marier avec Saphira était une raison suffisante pour le faire. Et Marka lui dit qu'il a vu à quel point Ima était heureuse de retrouver celui qu'elle aimait vraiment, alors il ne pouvait pas laisser sa propre ambition se mettre en travers du bonheur de Ima, ce qui a choqué Sado. Plus tard dans la soirée, Marka rencontre son frère aîné pour lui demander de reconsidérer ses intentions malveillantes contre le pays de l'eau. Mais Sluder le félicite d'avoir gagné la confiance du roi de l'anneau et lui dit de continuer à rapporter ses actions à l'Empire comme il l'a fait jusqu'à présent. Marka est triste, et alors qu'il revient de sa rencontre avec son frère, l'oracle apparaît et lui ordonne de voler les anneaux. Elle lui dit que l'empereur lui a permis de gagner la confiance du roi des anneaux parce qu'il attendait ce moment. Elle ajoute qu'une armée de monstres attaquera le pays de l'eau dans 3 jours, et elle lui ordonne d'utiliser cette bataille comme couverture pour Isekai le roi des anneaux. Choquant. Elle lui dit qu'il doit corriger son erreur pour obtenir le pardon de son père et pour conquérir la princesse qu'il aime, ce qui le surprend. Il se demande qui elle est vraiment et lui demande si elle est une espionne impériale. Mais elle répond qu'elle n'est qu'une simple oracle. Cependant, elle ajoute que ses prédictions se réalisent toujours. Elle poursuit en disant que le roi de l'anneau est un élément du monde extérieur qui n'est pas fait pour ce monde et lui dit qu'il devrait être le roi de l'anneau à la place puisqu'il est celui qui avait à l'origine les qualités pour prendre ce rôle. Marka est troublée par ces paroles, mais elle lui dit qu'il n'a rien à craindre, sauf s'il prévoit de trahir à nouveau les souhaits de l'empereur, ce qui lui fait peur. Elle sort alors une épée, un objet ancien qui peut tordre et déformer le flux de la magie, et lui dit que même s'il n'a pas de pouvoir en lui-même, avec cette épée, le roi Anneau ne pourra pas le vaincre. Marka prend l'épée d'elle, et en partant, elle lui dit qu'elle attendra avec impatience son retour à l'Empire avec les anneaux. Marka reste dehors toute la nuit jusqu'au matin, se demandant ce qu'il devrait faire, puis il se souvient quand son père était déçu de lui parce qu'il n'a pas pu accomplir la simple mission qui lui avait été confiée. L'empereur lui a dit que ses ministres lui avaient donné un nom approprié, l'échec, et lui a dit de prouver sa valeur pour retrouver son estime. Alors que Marka réfléchit à cela, il voit soudainement un ange se baigner dehors avec son complot diffusé en 4K, alors il s'émerveille devant cette œuvre d'art. Mais quand Saphira le voit, elle devient embarrassée parce qu'il est laid et s'enfuit immédiatement, choquant. Il pense qu'il a vraiment tout perdu et pendant qu'il se demande quoi faire, tenant toujours dans sa main l'épée que l'oracle lui a donnée, un joyau sur l'épée se met soudain à briller, l'hypnotisant instantanément. Son cœur se durcit soudainement et il décide de faire ce que l'oracle lui a dit, puisque c'est le seul chemin qui lui reste. 2 jours plus tard, dans le hall du palais, Sluder expose le plan pour combattre les monstres approchants et il dit à Sado qu'ils n'auront pas besoin d'eux pour le moment car le pouvoir qu'il détient perturbera la coordination de toute l'armée. Il ajoute que des personnes comme lui existent pour les pires situations. Ensuite, tandis que Sado attend dehors en se sentant inutile puisque son rôle n'est pas encore nécessaire, Ima vient l'embrasser au cas où il se retrouve soudainement à devoir se battre, le mettant dans l'embarras. Voyant cela, Granart l'embrasse immédiatement aussi pour lui donner un peu de pouvoir, choquant Ima. Mais Granart prétend que cela ne devrait pas la déranger puisqu'elle est aussi sa femme. Néphritis est aussi intéressée à lui donner du pouvoir. Cependant, alors que les autres lui donnent un véritable baiser, l'idiot ignorant ne lui donne qu'un bisou qui rend tout de même Ima jaloux. Pendant ce temps,
Saphir est dégoûté par leur démonstration ridicule, mais Alabaster lui dit que leur lien avec le roi des anneaux sont sa force, donc c'est une bonne chose qu'il veut lui accorder leur pouvoir. Cependant, Marca est sur le point de mouiller son pantalon de rage en pensant à comment envoyer dans un autre monde le roi des anneaux. De l'autre côté du pays, les soldats combattent les monstres envahisseurs tandis que Sluder supervise de loin. Et alors que tout semble se passer comme prévu, un chevalier au visage sévère vient soudainement signaler l'apparition d'un monstre géant en dehors de la bataille prévue. Zone. Si rien n'est fait, il glissera vers le palais. Un autre chevalier suggère de diviser une escouade et de l'envoyer immédiatement au palais. Mais Sluder le rejette et leur dit que le palais ira bien. Pendant ce temps, au palais, le monstre géant apparaît soudainement et les dames courent immédiatement dans le palais, laissant Satu, Alabaster et Marca pour le combattre. Cependant, alors que Satu se prépare à combattre le monstre, Marcé dégaine son épée et charge contre lui. Mais Alabaster l'informe rapidement, le sauvant. Lui, Satu est choqué, se demandant ce qui ne va pas chez lui, mais Marcé se prépare à attaquer de nouveau. Le monstre rugit pour leur montrer qu'il est toujours là, et Alabaster demande à Satu de tenir une brève séance de thérapie pour Marcé, pendant qu'il retient le monstre. Satu demande à Marcé ce qui se passe, et il répond qu'il doit le transporter dans un autre monde afin qu'il puisse remettre les anneaux à l'Empire, car c'est son devoir en tant que prince impérial et c'est le seul chemin qui lui reste. Marcé charge de nouveau sur lui, mais Satu ne fait que bloquer ses attaques sans riposter, essayant de le dissuader de cet acte stupide. Alabaster lui dit que Marcé n'est pas dans son état normal et qu'il est contrôlé par quelque chose d'une manière ou d'une autre. Alors Satu se demande si lui asperger de l'eau bénite le ramènera à la raison, mais le vieil homme lui dit qu'il est idiot. Satu dit que sa mère est idiote aussi, car son imbécile de cul diagnostique toujours un problème sans solution pratique. Il pense que ses compétences à l'épée ne sont pas à la hauteur de celles de Marcé et décide d'utiliser le pouvoir des anneaux. Mais alors qu'il essaie d'activer la magie avec l'anneau, Marcé la dévie avec son épée, le choquant alors qu'il se demande ce qui vient de se passer. Il entend soudainement la voix de l'anneau, qui lui dit que Marcé utilise l'épée qui déforme la magie. Cependant, elle lui dit de ne pas hésiter, et qu'il devrait l'écraser avec la puissance de ses anneaux, le faire disparaître sans laisser de traces. Satu est choqué par cette réponse, et répond qu'il ne peut pas faire cela. Alors, la voix lui demande sarcastiquement s'il ne voit pas d'inconvénient à ce que Marcé l'emmène au Nirvana. Satu dit à la voix de se taire et réfléchit à ce qu'il doit faire. Il réalise qu'il n'est pas de taille contre Marcé et se demande pourquoi il n'est toujours pas blessé. Puis, il se rend soudain compte que Marcé est toujours lui-même, car il a refusé d'y aller à fond contre lui. Pendant ce temps, dans le palais, les princesses des anneaux entendent que Marcé se bat contre Satu, essayant de lui prendre les anneaux. Elles sortent donc rapidement pour voir ce qui se passe. Marcé charge à nouveau sur Satu, et au lieu que Satu se défende, il ne le fait pas, permettant à Marcé de porter un coup qui ne fait que le couper légèrement. Satu confirme que Marcé se retient, et lui dit qu'il est vraiment une personne gentille, ce qui le choque. Marcé devient instantanément sobre, et dit à Satu de le libérer, car il s'est avéré être l'homme le plus inutile dans cet anime. Cependant, Satu lui dit qu'il l'aime bien, car il est la raison pour laquelle il est encore en vie dans leur aventure, ce qui est choquant. Lui, Satoru lui dit ensuite qu'il a besoin de lui tendant la main, puis lui demande ce qui pourrait être plus utile que de sauver le monde en tant que membre du groupe du roi de l'anneau, le laissant sans voix. Satu entend soudain la voix des anneaux, qui lui dit de détruire le joyau sur l'épée de Marcé, et il le fait immédiatement, libérant Marcé de son influence. Voyant cela, l'oracle se met en colère et invoque un plus grand monstre qui essaie immédiatement de capturer Himi, mais Brannar lui coupe la jambe. Cependant, il capture avec succès Saphira, choquant Marcé. L'oracle lui dit de choisir entre la vie de Saphira et donner les anneaux. Marcé, décidant de vivre selon ses propres termes maintenant, tombe soudainement à genoux et demande Saphira en mariage, choquant tout le monde, y compris l'oracle, qui se demande ce qui prend aux hommes de la génération Z. Alors qu'elle est distraite, Satu coupe rapidement la jambe du monstre qui tient Saphira en otage, la libérant dans les bras de Marcé. En voyant cela, Oracle se met très en colère et transforme encore le monstre en une créature horrible et dangereuse, choquant eux. Cependant, Saphir apparaît à ce moment-là et donne à Satu son propre baiser avant de prendre sa main et de pointer vers le ciel, activant immédiatement le pouvoir de l'anneau de l'eau. Saphir se transforme en un être dragon et dévore le monstre Abyss, choquant Satu qui ne peut que penser au fait qu'il a réellement épousé une bête. Cependant, réalisant qu'elle a été vaincue, Oracle disparaît immédiatement et l'être dragon redevient Saphir. Ensuite, ils retournent au palais et Satu est choqué de voir le roi maintenant chauve et beau, contrairement à l'air vieux qu'il avait auparavant.
Il révèle que son esprit avait été obscurci par l'oracle, un chevalier du roi des abysses, et il les félicite tous d'avoir sauvé sa terre pendant qu'il était absent, obsédé par l'oracle. Il félicite Saphir d'avoir trouvé un bon mari pour elle, mais elle répond qu'il semble que les yeux de son père soient encore embrouillés, car Satou n'est qu'un imbécile inutile qui a du pouvoir magique. Quelques instants plus tard, Marcé apparaît avec Saphiré et dit au roi de lui donner la main de sa fille en mariage, ce qu'il accorde immédiatement, rendant Himé jalouse car elle n'a jamais eu l'occasion d'avoir un homme prêt à se battre pour elle comme ça. Sluder se prépare bientôt à partir pour retourner à l'Empire, disant qu'étant donné les liens de l'oracle avec les monstres de l'Empire, beaucoup de choses se passent derrière lui. Il dit ensuite à Marcé de revenir quand il le peut aussi avant de partir. De retour à la capitale impériale, l'oracle rencontre l'empereur, qui l'accuse de ne pas avoir saisi la Terre de l'eau comme promis. Elle acquiesce et propose ensuite qu'ils unissent leurs pouvoirs pour obtenir beaucoup plus de nations. Elle s'approche de lui et tente de l'hypnotiser, mais il réagit rapidement avec un coup à son ventre. Elle tombe au sol blessée et il lui dit qu'elle ne peut pas l'avoir comme elle a eu le roi de l'eau, car il l'écoutait au début parce que leurs intérêts s'alignaient, ce qui la surprend. Il lui dit alors que ce monde appartient désormais aux hommes et non plus aux dieux, et qu'il exterminera quiconque interférera, que ce soit le roi des abysses ou même le roi de l'anneau. Puis il finit par la transporter dans un autre monde. Satou se retrouve entourée par les princesses de l'anneau, qui sont toutes déterminées à ce qu'il leur fasse goûter ses beignets. Alors qu'elles se disputent l'épée de Satou, Saphir en a assez et annonce qu'elle va simplement utiliser son jouet rose et appeler ça un jour. Cependant, Néphritus lui rappelle qu'ils doivent tous être proprement entartrés, rappelant à Saphir comment Alabaster leur a dit de rester près de Satou et son millimètre, Peter. En attendant, Satou pense qu'il est plus chanceux que Pete Davidson, mais se rend ensuite compte qu'il ne peut pas décevoir 4 filles en une nuit. Alors il essaie de se sortir de cette situation en disant aux princesses que Ihimi est la seule femme pour lui. Comme toujours, Néphritas accepte humblement d'être une arrière-pensée comme une vraie reine traditionnelle, tandis que Granart dit à Satou qu'elle est d'accord avec l'arrangement tant qu'elle peut déguster son gâteau de temps en temps. De même, Saphir déclare que cela ne la dérange pas non plus tant qu'il s'occupe de son chat comme d'une piñata. En entendant comment tout le monde est si en manque pour lui, Satou souhaite avec ingratitude qu'il était un homme moyen qui ne se souciait que de pourquoi les développeurs de jeux ont cessé de créer des personnages féminins avec de gros seins. Granart remarque la frustration sur le visage de Satou et fait ce que les femmes font de mieux, elle commence à pleurer et à se plaindre qu'il ne ressent jamais de pitié pour priver leurs entrailles de sa crème spéciale. Quand le chantage émotionnel ne fonctionne pas, Granart devient le courrier et se jette sur Satou, oubliant tout sur comment leurs ancêtres féminines se sont battues pour le concept de consentement. Et tout d'un coup, Satou se retrouve entouré par un groupe de filles dans leur vraie forme. Alors qu'il envisage de libérer son Genghis Khan intérieur sur les filles, une voix s'adresse à lui, lui demandant pourquoi il hésite alors qu'il vit le rêve des gars Red Pill sans posséder de Bugatti. Surpris par la voix étrange, Satou demande à connaître son identité, mais avant qu'il puisse obtenir une réponse, il se réveille et se trouve toujours entouré par les princesses de l'anneau. Après avoir pris un moment pour comprendre, Satou regarde le visage endormi de Himé et réalise que s'il ne traite pas bien ce lapin des neiges, alors un rappeur de SoundCloud le fera. La pensée le fait tellement peur qu'il réveille Himé et lui dit qu'il devrait en sortir aujourd'hui. Alors que la princesse exprime sa surprise, Satou explique sa position en déclarant que depuis leur arrivée au pays de l'eau, ils ont été enfermés dans le palais alors qu'ils devraient le faire dans les buissons. Avant qu'Himé puisse donner son avis, Néphritas dit à Satou qu'elle a hâte de le faire dans les buissons aussi, mais Satou lui dit d'utiliser juste son oreiller de corps car il ne sort qu'avec Himé. Le cœur brisé par cela, Néphritas regarde Satou comme un bébé dont le jouet préféré a été pris par le papa. Saphir rejoint la conversation en disant à Satou de rester à l'intérieur pour qu'il puisse récupérer son pouvoir en tant que roi des anneaux. En observant l'agitation, Granart intervient finalement en disant à Néphritas de laisser Satou et Himé profiter seuls, et en temps voulu, elle lui montrera le pouvoir de 2 doigts et d'une langue. Voyant comment tout s'est bien passé, Haim va se laver pour ne pas sentir le poisson pourri, pendant que Satou demande à Alabaster de lui donner un peu d'argent pour son rendez-vous. Satisfait par cela, le vieux salaud demande à Satou s'il est enfin prêt à se salir. Cependant, Satou s'agace et dit à Alabaster d'arrêter de parler comme son oncle cultivé. Alors qu'Alabaster tend la patte à Satou, Aimé entre, ayant toujours l'air aussi orpheline. Le vieil homme intervient une fois de plus, disant à Satou que leur monde n'est pas comme le Japon et que c'est normal pour les gens d'avoir des bébés quand leur bébé est là. Une fois que Satou et Himé partent pour leur rendez-vous,
Granart, Néphritas et Saphir les suivent de près. Réalisant comment ils privent délibérément Ym des nageurs de Satou, Néphritas demande au groupe s'il devrait simplement retourner au palais. Cependant, Granart la fait taire rapidement en déclarant qu'en tant que communiste, elle est tout à propos de la distribution égale de la viande de Satou. Elle justifie encore ses actions en disant au gang qu'ils devraient surveiller Satou et Ymé comme des faucons pour pouvoir faire du chantage émotionnel à Satou afin de faire toutes ses actions avec eux. En attendant, Satou est déconcerté par les civils PNJ qui le traitent comme l'eau de bain d'une célèbre e-girl. Certains sont impressionnés, tandis que d'autres se demandent quel est son attrait. Hime, quant à elle, pense que cela ne ressemble pas à un rendez-vous, mais plutôt à une rencontre avec Satou. Cependant, cela ne la dérange pas car elle veut juste que Satou soit heureux. Au fur et à mesure que leur rendez-vous progresse, Satou et Hime se voient servir un plat de Masterchef Shin. Voyant la soupe d'anguille, Satou se lance à fond sur le plat, tandis que Hime le regarde, pensant à quel point son visage a l'air sacrément confortable pour son postérieur. Quelques tables plus loin, Granart, Néphritas et Saphir sont assis et observent le jeune couple avec envie. Alors que Néphritas exprime sa tristesse de voir Satou être affectueuse envers Hime, Granart la remplit rapidement d'énergie de briseuse de ménage en déclarant qu'elle ne devrait pas laisser Hime garder Satou pour elle toute seule. Après avoir terminé leur repas, Satou et Hime se dirigent vers un étang également connu sous le nom de l'endroit des jambes en l'air. Alors que les deux regardent les couples s'embrasser passionnément, Satou se demande s'il doit sauter sur Hime. En attendant, le reste des princesses regarde dans l'anticipation, espérant que Satou remercie enfin comme il se doit. Finalement, Satou finit par avoir le trac et dit à Hime qu'il ne peut pas être indécent en public car ses parents l'aimaient vraiment. Réalisant qu'elles n'ont pas besoin de déclencher leur farce pour empêcher Satou et Hime de faire la salsa sans vêtements, les princesses finissent par partir, déçues. Alors que leur rendez-vous touche à sa fin, Satou emmène Hime sur une colline où il profite de la vue sereine quand Satou lui dit qu'il a toujours pensé que son monde était extraordinaire, mais récemment, il a réalisé qu'il n'était pas très différent du sien. Il a juste besoin d'ajouter un peu de réchauffement climatique et d'introduire le concept de Snapstreaks, et ils seront prêts à partir. Avec ça, il fait face à Ym et lui demande s'il a toujours l'air d'un héros pour elle. Souriant légèrement, Ym lui dit qu'il regrette de faire des pièges à soif en utilisant des filtres esthétiques sur Snapchat, donc dans ses livres. Il est vraiment un héros. Après avoir eu une belle conversation, le couple décide de rentrer chez eux quand Ym lui demande pourquoi il l'a soudainement invité à un rendez-vous. En réponse, Satou révèle que leurs sentiments sont enfin réciproques, mais il avait l'impression qu'il n'avait rien fait de ce que font les couples normaux. Un sourire triste se forme sur les lèvres de Hime alors qu'elle remercie Satou d'avoir fait tant d'efforts pour elle, mais ensuite elle lui dit que ce n'est pas juste pour le reste de ses femmes. Elle poursuit en disant que Granart, Néphritas et Saphir attendent tous désespérément que sa caserne de pompiers éteigne leur désir ardent, donc elle ne peut tout simplement pas rester. Égoïste. Cela bouleverse Satou qui dit avec colère à Ima qu'elle est sa numéro 1, mais la princesse n'en a rien à faire et raisonne avec Satou en disant comment toutes les princesses de l'anneau font de leur mieux pour l'aider en tant que roi de l'anneau. Observant la situation, Satou comprend qu'il doit prendre les choses en main, et avec cela, il presse ses lèvres sur celles de Ima pour lui montrer qu'il ne veut qu'elle. Cela excite tellement la princesse sans père qu'elle dit à Satou qu'elle ne veut plus rentrer chez elle maintenant. De nulle part, l'entrée d'un hôtel d'amour s'ouvre et une vieille dame demande suggestivement au jeune couple s'ils veulent se reposer à l'intérieur. Alors que Satou prépare son petit Satou pour l'action, Ima se dégonfle et lui dit qu'elle veut jouer à Mère Teresa un moment. Le lendemain, Alabaster dit à la bande qu'il est temps de faire ses bagages et de monter dans la voiture Scooby. Saphir dit au revoir à Saphir, promettant de prendre soin de son homme. Une fois que tout le groupe est dans le carrosse, Satou apprend que leur prochaine étape est le pays de la Terre, qui est également habité par des nains, ou était autrefois habité par des nains, car Satou apprend que la plupart des nains ont été anéantis lors de la bataille entre le roi des anneaux et le roi des abysses. Lorsque le groupe arrive aux montagnes près de la Terre, Satou dit à tout le monde combien il est excité de vivre cette aventure avec eux. 3 jours plus tard, son moral flanche et il se transforme en femme, se plaignant et criant qu'ils errent dans les montagnes depuis 3 jours entiers. En conséquence, Alabaster dit calmement à Satou de prendre un Snickers parce qu'il n'est pas lui-même quand il a faim. Tu n'es pas toi quand tu as faim. Snickers satisfait. Le sage avisé avertit également tout le monde de faire attention à leurs pas car s'ils glissent, ils finiront par tomber dans un trou aussi large que l'Uranus de ta mère. Sur ce, les filles jettent un coup d'œil à l'intérieur du trou et découvrent les restes de ce qui semble être un monstre. Alabaster révèle ensuite comment ces montagnes, également connues sous le nom de Grande Muraille de Montagne, Kalgamika, étaient autrefois un champ de bataille féroce à l'époque du roi des abysses. Soudainement,
Granar arrive après avoir inspecté la zone pour tout signe possible de danger. Elle informe que la route est dégagée, ce à quoi Satou répond que même s'ils rencontrent un monstre, ils peuvent utiliser la transformation en dragon pour botter leurs fesses. Cependant, Saphir lui lance un regard en coin et dit à Satou que se transformer en dragon est comme un jour de musculation pour elle, douloureusement insupportable le lendemain. Quand elle se tourne pour demander aux filles leur compréhension sur le sujet, Saphir réalise que non seulement elles n'entraînent pas leur camion à Ben, mais elles sont aussi complètement ignorantes de combien il est épuisant d'utiliser la magie. Surveillant la situation, Marka se rend compte que son groupe n'a que 2 neurones qui lui appartiennent, alors il suggère qu'ils se reposent pour la journée. Alors qu'ils installent un camp dans les montagnes, Satou s'assoit à côté d'Alabaster et lui demande s'il est vraiment le sage-sage, car il ressemble plutôt au gars qui conduit une camionnette noire avec un panneau « bonbon gratuit » dessus. Quand Alabaster demande à Sat d'aller droit au but, il révèle hésitant comment dernièrement il se sent comme la 3e roue d'une relation polyamoureuse, indésirable comme pas possible. Satou continue en disant qu'il pensait que le monde le traiterait comme les femmes traitent leurs concombres en silicone. Mais maintenant, il a l'impression que personne n'attend vraiment rien de lui. Après avoir réalisé que Satou a un complexe de Jésus, Alabaster dit sagement que le monde est vaste et que tout le monde n'alignera pas ses espoirs avec lui. Mais bien sûr, le cerveau de moineau de Satou ne comprend pas ce qu'Alabaster lui dit. Donc il en conclut que les anneaux sont inutiles. En conséquence, Alabaster revient sur sa déclaration et dit à Satou à quel point le roi des abysses est terrifiant avec un pouvoir incommensurable qui peut l'aider à contrôler des bêtes et des monstres redoutables. C'est pourquoi ils ont besoin du pouvoir des anneaux pour combattre le roi des abysses. Satou comprend enfin son rôle et part s'entraîner sur ses points Sigma. Maintenant seul, Alabaster pousse un soupir triste en réalisant que la vie était meilleure quand il attirait les enfants dans sa camionnette avec le panneau « bonbon gratuit ». Le jour suivant, Satou et ses amis atteignent enfin Idanokan, le pays de la Terre. En voyant la capitale en ruine, Satou se demande ce qui a pu mener à une destruction de si grande ampleur, ce qui pousse Alabaster à révéler comment le roi des abysses a mené d'innombrables attaques contre les nains jusqu'à ce que l'espèce entière soit anéantie. Saphir intervient alors, disant qu'ils devraient tous commencer à chercher l'anneau de la Terre pendant qu'elle se repose. En entendant cela, Granart lui rappelle que le domaine de l'abîme est juste à côté d'Idanokan, mais Saphir dit négligemment à la peste à la peau claire de se détendre. Le groupe continue sa recherche de l'anneau jusqu'à arriver à ce qui semble être une salle du trône. Satou crie soudainement pour Alabaster en pointant une silhouette humanoïde sans vie. Alabaster lui dit de se calmer, en expliquant que ce qu'il voit est une unité de sorcier qui ne peut être activée que par la magie. Neferitas ajoute en révélant comment les nains ont fabriqué plusieurs dispositifs qui fonctionnaient avec magie, alors que les princesses et Alabaster informent Satou de toutes les inventions réalisées par les nains, il se demande pourquoi personne ne sait ce qui est vraiment arrivé aux nains. Soudainement, l'unité des sorciers prend vie et attaque le groupe. Tout en essayant d'éviter les attaques, Alabaster réalise que la machine est contrôlée par le roi des abysses. Pendant le combat, le robot devient tout émotionnel et dit à Satou et à ses amis que ce n'est pas juste que son espèce disparaisse alors que le reste du monde peut profiter de tartes à la crème et de chaussettes douces. Dans une soudaine explosion de magie, la marionnette enferme Satou derrière un mur magique tout en ignorant le reste de l'équipe. Désormais seule, la marionnette transmet le message du roi de l'abîme, qui veut que Satou renonce à la bataille puisqu'il est un étranger sans lien avec ce monde. Cependant, Satou dit à la marionnette qu'il est tellement occupé qu'il est prêt à risquer sa vie pour Ima et son foyer. Et avec ça, Alabaster brise le mur magique, permettant à Ima d'aider Satou à améliorer sa magie. Après le baiser, Satou élimine facilement la marionnette, mais ensuite, Neferitas demande bruyamment si les nains les détestent. Alabaster lui dit qu'il est impossible de le savoir puisque les paroles de la marionnette étaient entachées par les ténèbres. Soudain, les anneaux noirs disparaissent des mains d'Alabaster, ce qui est inquiétant car cela signale la résurrection du roi des abysses. Avant que le groupe ait le temps de se détendre, il doit faire face à une autre épreuve alors qu'une horde de monstres abyssaux se matérialise devant lui. Sato demande à Saphir de libérer sa transformation de dragon, mais la princesse de l'eau révèle qu'elle ne peut pas le faire dans un endroit où il n'y a pas de source d'eau. À court d'options, Alabaster dit à Sato de rassembler son courage car ils vont combattre ces bébés avortés réincarnés. Cependant, après avoir livré un combat médiocre, le gang décide de se retirer seulement pour réaliser qu'ils sont complètement piégés car le roi des abysses a été entièrement ressuscité.
Alabaster tombe à genoux en disant à Sato avec dépit qu'il ne peut pas accéder au pouvoir du roi des anneaux tant qu'il n'a pas les 5 anneaux. Sato essaie de remonter le moral d'Alabaster en l'encourageant à retrouver son espoir et à reprendre la recherche du dernier anneau. Cependant, avec les monstres qui se rapprochent d'eux par terre et par air, Alabaster lui dit que le roi des abysses ne les laissera pas faire aussi facilement maintenant. Cela dit, il ouvre un portail et dit à Sato d'emmener les princesses en sécurité. Sato supplie le vieil homme de venir avec lui, mais Alabaster refuse, disant que quelqu'un doit rester pour fermer le portail. En se séparant pour de bon, Alabaster dit à Sato qu'il devrait permettre aux princesses de vivre de manière indépendante. Avant que Ima ne puisse courir vers Alabaster, le portail disparaît, laissant Alabaster et Marca seuls dans un paysage morne. Monde. Alors que les garçons se préparent à affronter des monstres, Alabaster s'excuse auprès de Marca de l'avoir fait rester, mais le jeune homme lui dit qu'il est honoré de se tenir aux côtés du grand sage. De retour dans son monde, Sato et Ima emmènent les filles faire du shopping, alors que Nefritas, Granart et Saphir essaient des vêtements de Forever 21, elles réalisent que le shopping est plus amusant que de sauver le monde d'un idiot. Alors que les filles s'extasient sur leur apparence de Latino Baddies dans leur nouvelle tenue, Sato surprend un groupe de PNJ chuchotant à propos des cornes de Saphir et des longues oreilles de Nefritas. Cela inquiète un peu Sato, car il ne veut pas que les gens pensent qu'il traîne avec des filles de Twitch. Cependant, sa chaîne de pensée est interrompue lorsque Ima rit et glousse en regardant des vêtements. À ce moment-là, Sato réalise que Ima est une personne vraiment froide puisqu'il lui a suffi d'un débardeur pour oublier tout ce qui concerne Alabaster. Plus tard, ils se dirigent tous vers un restaurant où Saphir demande au groupe ce qu'ils devraient faire ensuite. Granart leur dit qu'ils devraient essayer de trouver de nouvelles façons de retourner dans leur monde bizarre. Ce qui pousse Sato à se demander s'il existe un moyen de revenir par un portail. Saphir prend la parole et révèle qu'ils doivent essayer de trouver des endroits plus proches de leur monde. De cette façon, ils peuvent rentrer chez eux. Malheureusement, après une journée entière de recherche, les filles n'ont aucune piste. Après avoir pris un bain, elles retournent chacune dans leur chambre séparée, tandis que Ima partage une chambre avec Sato. Maintenant qu'elles sont seules, Sato demande à Ima si elle a acheté toute cette nourriture et ses vêtements en vendant des photos de pieds sur Craigslist. Cependant, Ima précise que lorsqu'elle est revenue, elle a trouvé une note d'Alabaster dans sa chambre. La lettre expliquait essentiellement comment Alabaster avait laissé la maison et l'argent pour Ima au cas où les choses ne se passeraient pas comme il l'espérait. Car alors que Sato regarde Ima pleurer sur sa chemise, il se demande quel serait le moment approprié pour lui demander un guac guac. Le lendemain, Ima et Sato retournent à l'école où les amis de Sato lui demandent ce qu'il a fait. Comme Sato ne peut pas dire à ses amis non cultivés qu'il a reçu plus de gâteaux que le siège des toilettes, il rit nerveusement pour éviter la question. Après plusieurs jours, les filles s'habituent à leur nouvelle maison. Nefritas passe la plupart de son temps à étudier le monde de Sato, tandis que Granart discute avec les chats de la domination du monde. Pendant ce temps, Saphir reste surtout seul avec ses pensées. D'un autre côté, Sato est continuellement accablé par la culpabilité et se rend à l'endroit où le portail les a déposés. Un jour, Ima s'approche discrètement et lui demande pourquoi il vient dans la forêt. Se sentant frustré, Sato révèle qu'il ne se dérange pas d'être de retour dans son monde, mais il s'inquiète constamment que les princesses puissent emprisonner Max à cause du mal du pays. En soupirant, Ima dit à Sato de se rappeler comment Alabaster lui a dit de montrer aux princesses un bon moment. Cependant, quand Sato lui donne une expression douloureuse, Ima l'embrasse et dit à Sato que s'il est tellement inquiet pour les princesses, alors il devrait les emmener au concert de Chris Brown. En entendant cela, Sato repousse Ima avec colère et est sur le point de lui dire qu'on ne peut vraiment pas faire une épouse d'une prostituée, mais une lumière aveuglante bloque soudain leur vision. La porte du sanctuaire s'ouvre et une fille laide apparaît devant Sato, déclarant comment elle a attendu longtemps pour le rencontrer, le roi de l'anneau. Cependant, lorsqu'elle voit les seins volumineux de Ima pressés contre Sato, elle se retourne pour partir jusqu'à ce que Sato l'arrête et exige une présentation. La fille révèle alors qu'elle est la protectrice de l'anneau de la terre, Amber d'Ananakan. Alors que Sato exprime sa surprise, Amber continue en dévoilant comment, après la guerre avec le roi des abysses, seuls quelques nains ont survécu. Sachant qu'ils n'avaient pas assez de naines pour se reproduire, les nains l'ont créé un vaisseau pour porter l'anneau de la terre. Il s'avère que cette fille laide est une réplique de la princesse naine qui a été envoyée dans ce monde pour protéger l'anneau. Alors qu'Amber dit à Sato qu'elle l'attend depuis des siècles et va pour le serrer dans ses bras, Ima lui crie d'arrêter, déclarant qu'ils ne veulent plus sauver Arnulus du roi de l'abîme. Déçue, Amber se retourne pour partir, mais avant de s'en aller, elle dit à Sato qu'elle l'attendra s'il change d'avis.
Le lendemain, Granart se plaint à Sato que son sous-sol devient poussiéreux, elle a donc besoin de lui pour la faire vibrer. Sato, préoccupé par ses devoirs, dit à Granart qu'il ne peut pas jouer le rôle du dernier boss de harem pour elle ou ses amis car il a des devoirs à faire. Voulant changer de sujet, Sato est sur le point de mentionner Amber quand Hima l'arrête et demande une conversation privée. Maintenant seul, Hima dit à Sato de ne rien dire à propos de la princesse confuse au sujet de son genre, car ce n'est pas comme s'il pouvait retourner à Arnulus et vaincre le roi des abysses. Hima affirme à Sato que la seule façon pour tout le monde d'être heureux est d'aller à Hooters pour des ailes de poulet épicées. Le lendemain, Sato reçoit la visite d'Amber qui révèle qu'elle faisait juste du cosplay en tant que votre tante Karen qui aime rôder. Les deux décident de faire une promenade quand Amber s'arrête chez le marchand de fruits et révèle à Sato comment ce marchand de fruits et sa famille stupide ont pris soin de son sanctuaire pendant des années. Ce soir-là, Amber passe aux choses sérieuses et dit à Sato qu'elle peut le téléporter à Arnulus. Le lendemain, Amber rend visite à Sato à nouveau, lui demandant s'il veut retourner à Arnulus ou si elle devrait recommencer à faire des TikTok ringards. Sato lui dit qu'au départ, il voulait sauver le monde et tout ce tralala, mais il n'est plus sûr maintenant car sa copine principale ne croit pas en lui. En réponse, Amber dit à Sato « C'est pourquoi les maîtresses sont les meilleures » et continue en lui disant que le pouvoir des anneaux est absolu. Après avoir dit cela, Amber lui dit aussi que même s'il se dégonfle, elle continuera à veiller sur lui car c'est son travail. À la fin, Sato dit à Amber qu'il a trouvé sa réponse et lui demande de lui donner la bague. Après quelques baisers et avoir forgé le contrat des anneaux avec Amber, Sato rentre chez lui où il est confondu par Hima et ses filles. Après une séance de câlins, Hima dit à Sato qu'elle est désolée d'être aussi inutile que le diplôme de droit de Kim Kardashian. Sato dit alors à Hima qu'il a décidé de retourner à Arnulus, mais Hima s'y oppose, disant qu'elle veut juste devenir sa compagne et avoir un foyer dans ce monde. Ne voulant pas avoir un bébé avec cette fille sans père, Sato demande avec colère à Hima si être une princesse anneau ne signifie rien pour elle. Après avoir réprimandé Hima pour son comportement récent, Sato lui dit qu'ils doivent assumer ensemble la responsabilité de sauver Arnulus. Impressionné par le comportement de Sato, Hima lui dit de la traiter comme un tyran. Cependant, juste au moment où Sato est sur le point d'envahir le territoire de Hima, Amber surgit et lui dit que ce n'est pas le moment d'irriguer les terres sèches de Hima, car il devrait se dépêcher de retourner à Arnulus. Soudain, Granart fait irruption par la porte en portant Néphritas et Saphir dans ses bras. Voyant comment Granart savait tout, Hima s'excuse auprès d'elle de l'avoir tenu à l'écart, mais Granart s'en moque, disant qu'ils ont des soucis plus importants. Avec cela, Sato et ses amis se téléportent de nouveau à Arnulus. Le cercle de téléportation dépose le groupe dans le palais d'Idanokan. Voyant les ruines de ce qui était censé être sa maison, Amber regarde d'un air sombre le palais désolé quand Granart alerte tout le monde de rester sur leur garde car elle sent du sang. La nuit rendant la situation difficile à déchiffrer pour tout le monde, Amber utilise l'une de ses fonctionnalités intégrées, une lumière éclatante, pour aider tout le monde à y voir clair. Alors qu'ils reprennent leur marche, la bande tombe sur un millier de cadavres,